Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, Les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Salut! D'abord, ma première question serait la suivante. Comment allez-vous? Il est 18h45, j'ai encore le temps d'aller au dépanneur. Ah, mais ça, c'est correct. C'est une bonne nouvelle. Toi, Jean-Nic, ça va? Ouais, le bébé est pas en train de pleurer, puis j'ai recommencé à travailler. Fait que j'ai encore plus d'énergie, mais ça va bien. Ouais, mais là, tu sais, t'as été en congé de paternité, fait que t'as eu du temps pour écouter des séries, des films, puis lire. Tu sais, t'as rien fait d'autre que ça, là. On va répondre en 2 parties. Premièrement, congé de paternité. Un bonne. Mais sinon, oui, j'ai eu le temps d'écouter une tonne de trucs et de lire une tonne de trucs qu'on va probablement se parler aujourd'hui. Hey, peut-être juste avant de rentrer dans nos sujets, je sais, on fait comme notre build-up de l'émission un peu avant d'entrer en ondes, puis j'oublie tout le temps 2-3 affaires, puis ça me vient au fur et à mesure qu'on jase, là, mais on s'en est pas parlé, mais on l'a tous fait grâce à notre chum Jean-Michel Goyette, que je salue, auditeur et aussi administrateur de la page La Passion du film. En passant, petite plug, si vous n'êtes pas sur cette page-là, toujours agréable, voir passer les nouvelles. Sont vraiment, honnêtement, sont sa coche. Je salue Jesse Anctil aussi, qui met toutes sortes de concours puis de questionnaires, puis je passe mon temps à voter sur toutes sortes d'affaires que je me rappelle jamais des résultats. Mais c'est pas grave, c'est intéressant à suivre, puis ils sont vraiment dynamiques. Et Jean-Michel a partagé son année en lecture de l'an passé sur Goodreads. Je connaissais pas ça, moi, cette application-là, les gars. Est-ce que vous saviez c'était quoi? Non. Je l'avais déjà installé sur mon cellulaire il y a peut-être 1 an ou 2, puis je l'avais effacé parce que je ne l'utilisais pas. Mais effectivement, moi, quand on en a parlé en gang, j'ai décidé de le réinstaller. Mais c'est la même chose que Letterboxd. Okay. C'est la même chose, mais pour le cinéma, que j'avais aussi, que je n'utilisais pas, puis que je me suis dit, en 2021, je vais essayer de bien faire les choses, puis je vais remplir mon Letterboxd, puis je vais remplir mon Goodreads. Ouais, mais c'est parce que pour quelqu'un comme moi qui a zéro mémoire, là, puis qui est vraiment pourri dans ce genre d'affaires-là, je trouve ça intéressant, puis en même temps, ça me permet de savoir ce que vous êtes en train de lire. Ce qui est quand même aussi intéressant. J'ai une couple d'amis qui se sont ajoutés, là, puis je suis capable de voir un peu les affaires qui passent, les livres. Des fois, il y a des tendances, là, puis c'est intéressant. Je trouve ça quand même le fun, tu sais. Fait que si vous voulez nous ajouter, en tout cas, moi, je vais être là. Je sais pas si vous autres voulez accepter du monde, là, mais je trouve ça intéressant. Cette année, je vais avoir le plus de temps de lire. Là. Amazon a fermé parler, là, ça fait que j'ai plus nulle part à aller jaser avec ma gang de chums. Là. Il fallait pas que j'en parle en ondes de ça. C'est pour ça que tu voulais pas enregistrer le 20 janvier? Ouais, je suis occupé. T'es occupé le 20, me semblait. Mais sans farce, là, si vous voulez nous ajouter, moi, je trouve ça vraiment cool. Ça permet aussi de mettre des avis. Non, si je commence à ajouter des fans, je finirai plus, je vais passer mon temps là-dessus. J'aime mieux. Je me créerai un deuxième compte privé. Ben, ça a l'air que Jeff Lemire l'a déjà bloqué. Hey, dans la catégorie. Hey, attends un peu, là. Wow, 2 minutes, là. Dans la catégorie, je me prends pas pour de la merde, Jean-Nic, là. Je veux pas avoir de fans. Je vous encourage à m'ajouter, parce qu'en plus, comme Martin dit, c'est trippant, on voit ce que les autres sont en train de lire en même temps. OK, mais sérieux, là, j'ai fait comme ça. Tu me prenais au sérieux? Ben là, pendant un instant, oui. Pas encore. Non, mais pendant un instant, je me suis dit, hey, pour qui se prend, lui, Chris? Je m'excuse, j'accepte pas de fans. Hey, arrête, là, ça se déchaînera pas à soir parce que t'as Goodreads, monsieur, là. Peut-être que si t'avais Good Food, le monde il irait plus, là, mais Goodreads... Je me suis inscrit dimanche, puis l'action est montée de 5%. En tout cas, les actions de Jeff Lemire ont monté de 5%. Ils ont fait comme cool. Ils ont fait comme des Simpsons. Monsieur le Président, quelqu'un a lu votre livre. Faut fêter ça. Il y a un engin de recherche dans Goodreads, si on veut chercher, mettons, par titre, par auteur, par code barre, c'est vraiment bien fait. Puis quand j'ai écrit Jeff Lemire, puis j'ai essayé de chercher, mon cellulaire a gelé parce qu'il n'était pas assez fort pour me sortir le nombre de titres. Écoute, le gars... C'est ça que ça peut avoir un iPhone, hein? Écoute, le gars, là, il y a juste dans le TV Hebdo qu'il n'a pas écrit, je pense. Honnêtement, là, il y a pas mal juste là qu'il n'a pas écrit. Tu veux dire que c'est la seule place qui n'a pas encore volé ses idées d'écriture.
aussi. Mais tout ça pour vous dire que vous pouvez aller voir, puis c'est le fun, tu peux te donner des objectifs pour l'année, puis tu regardes la progression, puis c'est intéressant. Fait que bref, je voulais juste faire une petite parenthèse. Et ça m'amène à cette lecture commune qu'on a fait. Alan qui nous a proposé une lecture cette semaine, et comme il était 1 en 1 avec AWA, qui, en passant, j'ai eu Hotel, je sais pas si j'en avais parlé dans le dernier podcast. Non. Sacrifice, je pense que c'est mon préféré finalement. Ouais. Ah, c'est... Moi, ça m'a fait. Ah non, c'est bon, là. C'est La vraiment petite, bon. la petite anthologie d'horreur à l'hôtel, là, c'est vraiment sympathique. Avec toutes les histoires qui s'entrecroisent, puis qui se mélangent, puis avec l'espèce de présentation à la Creep Show, avec le gars qui est là, comme un peu à la Alfred Hitchcock, là, qui vient nous faire des petites mises en situation. Avec la peinture, c'est vraiment cool. Non, honnêtement, c'est vraiment bon. Si vous n'avez pas vu ça, là, allez lire ça. Fait que comme t'es 1 en 1, Alan, je t'ai fait confiance pour Ghost Fleet. Je veux que tu nous présentes c'est qui, c'est quoi. Dernièrement, on avait souvent parlé de Daniel Warren Johnson, puis je ne me rappelle plus c'est qui avait dit du Donny Cates dernièrement. En tout cas, c'était venu ce sujet, ça fait que j'ai fait une recherche sur Donny Cates sur Amazon. Je me rends compte qu'il y a plusieurs années, il a fait une BD avec Daniel Warren Johnson. 1 plus 1, ça fait 2. On aime beaucoup Cates, qui est rendu quand même assez populaire chez Marvel. Et Johnson, on tripe sur son dessin. J'ai fait, pour moi, ça semble être une bonne idée. C'est que je l'ai commandé et ça a donné le résultat qu'on a eu là. Écoute, on pourrait peut-être faire un tour de table sur votre appréciation. Alan serait peut-être curieux de savoir ce qu'on en a pensé avant toi. Fait que je vais passer la parole à Jean-Nic, qui a été le premier à le lire après Alan. T'en as pensé quoi? Moi et Alan, souvent, on a des idées qui clashent. On est souvent à des spectres opposés. Mais en même temps, on se retrouve souvent avec un amour fou pour des séries qui nous touchent toutes les deux. Là, on est là-dessus, carrément. Ça a été une vraie découverte. Moi, je rentrais là-dedans en me disant, bon, au moins, il y a l'art de Daniel Warren Johnson que je vais pouvoir apprécier. Puis qui plus est, il y a un petit... il y a une petite foire aux questions à la fin d'une entrevue avec Kate et Daniel Warren Johnson qui parle du projet. Puis c'est pas mal un de leurs premiers trucs à l'eux deux. Dans le fond, c'est tellement intéressant de voir comment la BD a été faite. Puis en tout cas, on va en reparler probablement tantôt là, des embûches qu'ils ont vécues avec la manière que ça a été publié. Mais dans le fond, c'est une des premières BD publiées de Daniel Warren Johnson. Puis encore une fois, son art est incroyable. Là. Ça te rentre d'en face tout le temps. Les scènes d'action sont magnifiques. Mais l'écriture de Donny Cates, wow! Ça me fait un peu suer parce que c'est un jeune auteur qui travaille beaucoup chez Marvel. Il a écrit une tonne de trucs, là, des Avengers jusqu'à Thor. C'est un up-and-comer, mais je pense qu'il y a une espèce de contrat d'exclusivité parce que j'ai vérifié, il a écrit un petit peu de Star Trek chez IDW. Il y a 2-3 séries qu'il a faites chez Image et chez Dark Horse, mais la grosse partie de son œuvre, c'est d'écrire chez Marvel. Puis je suis convaincu que c'est génial ce qu'il écrit là-bas parce que c'est une histoire complètement halluciné. On dirait ça me faisait penser à du Brian K. Vaughan dans la manière que les personnages ont des discussions entre eux, mais c'est une idée complètement folle. Ben, juste avant qu'on... Ouais, c'est ça. Faut pas aller jusqu'au bout de l'idée parce que ce que moi, j'ai particulièrement aimé de la lecture que j'en ai fait, d'abord, c'est un page-turner. Là. Si c'était pas de l'art de Johnson, je suis même pas sûr que j'aurais regardé le dessin tellement que tu veux savoir ce qui va se passer. Puis tu es aussi curieux parce que je vous le dirai pas c'est quoi, mais il y a de quoi dans le truc et on le sait pas avant. T'sais, on dirait que tu es obligé de passer toute l'aventure sans vraiment savoir ce qui se passe avant la fin. Et ça fait en sorte que tu veux pas lâcher. Alan, peut-être juste nous expliquer en gros l'histoire sans faire de spoiler. Là, puis j'imagine que toi, tu as apprécié ça. Si tu nous l'as prêté, c'est parce que tu as aimé ça. C'est sûr que j'ai apprécié parce qu'on va en parler tantôt avec les références qu'on peut voir puis l'inspiration qu'il y a eu pour le comic qui fait que tu t'accroches. Mais c'est pas juste au côté du dessin. C'est de la façon que les personnages ont été travaillés. Puis justement, comme Jean-Luc disait au niveau des conversations, c'est le concept des one-liners cool des conversations des années 80 qui sont utilisés là-dedans. Puis le côté des personnages sont cons. C'est comme quand tu arrives dans la finale, là, on n'en parlera pas, mais de la façon qu'ils vont parler des assassins puis la finalité de ce personnage-là, de la façon que ça arrive, c'est comme what the fuck? Pourquoi? C'est juste drôle. Les répliques que le monde sort, c'est un classique film des années 80. D'action des années 80. C'est merveilleusement écrit, c'est le fun. Et ça m'a fait penser un peu au cinéma d'Edgar Wright.
genre At World's End, Hot Fuzz, tu sais, là, les histoires qui partent bien, que tout le monde a des communs. Tu sais, tout le monde se dit, OK, c'est vers là que ça s'en va, puis à un moment donné, tu fais comme, on est où, là? Il arrive un élément. C'est comme... Effectivement, mais tu sais, ça, il va dans l'histoire de la fin de la série. Là, ça fait au-dessus de 2 semaines, je l'ai lu. L'événement du début, c'est quoi? C'est dans quelle guerre américaine? C'est la Confédération? Oui, je pense que c'est dans la guerre civile avec le général Jackson. Ouais. OK. C'est qu'ils ont des colis importants à transporter à l'époque, puis ils décident de créer comme une unité de transport ultra secrète, puis avec des super agents, qui appellent le Ghost Fleet. Donc, c'est une flotte de transporteurs fantômes. Ça va pas plus loin que ça, c'est à peu près juste 3 cases. Après, tout ce que tu vois, c'est qu'une vanne qui traverse un désert, qui est poursuivie avec du monde qui ont des bazookas, qui est guns, avec 2 gars qui sont là-dedans, parce que comme on s'en sac, notre truck peut résister à une attaque nucléaire. Puis là, tu fais comme, OK, c'est la prémisse de l'histoire, c'est que c'est des gars qui chauffent des vannes qui résistent à des attaques nucléaires. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils transportent. Ça a l'air vraiment beaucoup trop important. Et ils sont attaqués, puis ils vont défendre ce qu'ils ont dans le truck, même s'ils ne savent pas c'est quoi. Exactement. Puis le coup d'État contre le truck réussissent parce qu'ils réussissent à faire flipper sur le côté en le faisant tomber d'un pas d'un pont. Et ils réussissent à ouvrir le coffre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une lumière blanche. Il y en a un qui dit « Je peux pas croire que c'est ça ». Et il mange une balle dans la tête. Puis, écoute, puis tout ce qui est là, tout ce qui est autour meurt presque instantanément. Là, puis il y en a un qui, à la vue de ça, devient comme... Tu sais, il manque mourir. Là. On sait qu'il y a quelque chose d'hyper dangereux. On sait qu'il y a une trahison. On sait que le gouvernement est lié à ça. C'est tout. On vous lance là-dedans. Et après ça, quelques années plus tard, il y a un deuxième shipman qui semble être dans une société genre M. Burns et les Républicains. Là, ils ont l'air d'avoir une espèce de secte de monde de pouvoir, genre de gouvernement parallèle qui font livrer ce genre de trucs-là. On sait que c'est un shipman qui ressemble à ce qu'on a vu dans la première scène. Il y a des personnages qui reviennent. Écoute, ça m'a fait penser beaucoup, justement, à At World's End, un peu sur la façon dont ça se déroule, les dialogues, l'espèce d'élément déclencheur. Quand on quitte la route de la normalité, là, puis que ça... Là, tu vois des affaires que je veux pas trop en dire, parce que je veux pas spoiler, puis toi, tu fais comme... Calice. Mais en réalité, qu'est-ce qui met le mood dans la série, puis pas que tout ça, c'est quand le personnage principal qu'on pensait qu'il était mort au début revient, le gars attaque la vanne avec un arc et des flèches, il est habillé en militaire, tu te rends compte qu'il y a des grands cheveux bouclés à la personnage d'action des années 80, et quand tu vois la face, il y a un eye patch. Là, tu fais comme « fuck, si c'est Snake Plissken ». Et là, tu comprends que la BD est un hommage à John Carpenter et tout le reste. Justement, qu'on parlait des one-liners. Si on se rappelle de son film de vampire, là, à part des one-liners, ce film-là, c'est quoi? Bon, c'est moi juste ça. C'est juste ça. Puis la BD, à partir de là, se déroule à peu près comme ça. Non, vraiment. Des grandioses et des one-liners. Oh oui, puis c'est d'une violence aussi, il faut le mentionner, assez incroyable. Je veux dire, une violence à la Paul Verhoeven, là. Oui. Puis la série va à des endroits sombres aussi. Le triangle amoureux qui est au centre de l'histoire, mais aussi, je voyais me dire ce qui arrive avec le chien. Là. Oh mon Dieu! Pauvre chien! Ça m'a pris de court. Ah ben, Donny Cates l'a dit dans l'entrevue à la fin, il fait comme je n'arrive pas encore à croire que ce que j'ai fait au chien. Honnêtement, non, on peut pas le raconter, mais pauvre chien. Honnêtement, pauvre chien, mais en même temps, il y a une belle vengeance, par exemple, par rapport au chien. Là. Je veux dire, le gars... C'est ça qui est plate avec cette série-là, ce qui est super intéressant. Puis si on va vraiment trop loin, on va tellement spoiler que ça va couper le fun de la fin. Ben, en fait, la fin est très forte. La fin fait en sorte que tu regrettes pas d'avoir mis du temps dans la BD. De toute façon, tu regrettes jamais. Les one-liners font en sorte que, comme je disais tout à l'heure, c'est un page-turner. T'arrêtes pas. Sérieusement, quand il engage l'assassin pour tuer le personnage principal, quel cave, là. Ah non, les personnages sont délirants. Là. Mais je suis un peu déçu. Ça a été quoi? Ça a été fait en 2016? Ouais, dans ces coins-là, oui. J'étais un peu déçu et à la fois peut-être heureux qu'il n'y ait pas eu de suite à ça. Il y a de quoi, là? As-tu lu l'entrevue à la fin? Non, j'ai pas eu le temps de lire l'entrevue. OK, je vais faire un petit résumé assez rapidement de ce qui s'est passé dans l'entrevue. C'est qu'à base, c'est une idée qui avait été vendue à Dark Horse par Donny Cates. C'était exposé d'être une maxi-série de 12 numéros. À l'époque, Donny avait vu des dessins que Daniel Warren Johnson avait fait, puis il a vraiment voulu travailler avec lui parce que je pense que c'est le dessinateur d'origine, il n'avait pas pu faire le projet, c'est qu'il s'est viré vers Daniel.
Les deux ont trippé sur l'idée. Ils se sont lancés sur le projet. Ils dessinent, ils écrivent. Ils sortent le premier numéro. Ils en ont vendu 4000. Ouais. Je te laisse deviner qu'est-ce qui s'est passé avec la série pour les 12 numéros. Parce qu'en bas de 5000, on sait très bien que c'est pas vivable. Effectivement. Ils se sont fait canceller. La série devait en avoir 12, a descendu à 8. Et les 3 derniers numéros n'ont jamais apparu papier, ils ont seulement existé numérique. Ce qui explique que la fin de la BD, on dirait qu'elle est saccadée puis qu'elle couperait. Ouais. Puis, sérieusement, la fin de la BD, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, il me semble qu'il manque 2 numéros, mais ils ont fait un futur possible avec juste des petits hints sur le futur des personnages et ça fonctionne tellement bien. Ah, c'est bon, ça. Et ça a sorti comme des génies sur une série qui s'est fait canceller, qui n'a jamais eu de fin. Puis même là, essayer de le trouver sérieusement. J'ai réussi à le pogner sur Amazon que j'ai trouvé, puis maintenant, il en reste quoi, 2-3 copies, même pas. Parce que l'affaire, c'est que la fin là, dont tu parles, là, les petits bouts, ça m'a fait penser un peu à Machete là, quand il nous faisait des fausses bandes-annonces à la fin du prochain film qui s'en venait, qu'il allait jamais avoir, ou encore, tu sais, une promesse. Machete dans l'espace. C'est ça, tu sais, une promesse de quelque chose que finalement tu verras jamais, mais qui te satisfait quand même à savoir, tu sais, garde, si on leur avait donné carte blanche avec full cash, avec full possibilité, probablement que c'est vers là que ça se serait allé. Seul petit bémol. Et ça vient peut-être du fait que j'ai lu beaucoup de Daniel Warren Johnson dans les derniers mois. J'ai lu Extremity, entre autres, qui est excellent là, en 2 volumes. Mais ça semble vraiment l'obséder, là, comment je pourrais dire ça sans que ça soit spoiler, mais les futurs dystopiques où tout est détruit. Tu sais, les futurs... je veux pas utiliser le mot que j'ai en tête parce que je pense que ça va spoiler, mais c'est souvent ça avec lui. Souvent. Tu sais, Wonder Woman Dead Hurt, c'était ça. Extremity, c'était ça aussi. Là, c'est encore ça. Ça ressemble un peu à ça. Du moins, on se dirigeait vers ça. Alors, c'est un gars qui aime ce qui est exposé. Il aime les camions, il aime les véhicules. Puis je pense aussi qu'il aime les combats qui sont épiques. Puis, effectivement, puis les allures Mad Max, je pense que ça le fait triper aussi parce que, on est dans Ghost Fleet, il y a des vannes. Puis, tu sais, il y a une allure de ça, effectivement. Je pense que le post-apocalyptique l'intéresse parce que, anyway, c'est un univers qui est intéressant pour l'action puis pour la violence. Exact, mais je serais quand même curieux de le voir dans des situations qui sont pas comme ça. Tu sais, j'aimerais ça qu'ils sortent un peu de... Comme je vous en parlais dans le preview de ce mois-ci, c'est à partir du mois de mars que va commencer sa série de Better Rebuild chez Marvel. Mm-hmm. Donc, il ne sera pas possiblement d'un post-apocalyptique ou d'un univers dystopique, il va être dans l'espace. Oui, ça risque d'être intéressant. D'ailleurs, c'est ça que tu nous parlais qu'il allait être là-dessus chez Marvel. C'est probablement un des rares TP de Marvel que je vais acheter, mais j'espère juste que ça ne sera pas trop lié à la continuité de ce qui se passe actuellement chez Marvel. Parce que Beta Rebuild, ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu que j'ai des gros doutes là-dessus. Moi, là, quand j'ai fini ça, là, je me suis dit, j'aimerais tellement ça qu'ils fassent une trinité. Genre, qu'ils reviennent chez DC, puis qu'ils fassent un 3 numéros comme il a fait avec Wonder Woman, avec Superman, pour nous donner son interprétation du personnage, qu'il veut en faire, puis qu'il en fasse une sur Batman aussi. Genre, c'est rendu ce que j'aimerais le plus lire. Un 3 numéros de Batman de Daniel Warren Johnson. En tout cas, c'est vraiment un artiste qu'on a appris à apprécier et à découvrir. Puis honnêtement, on va le suivre chez Marvel. Moi, honnêtement, ça m'intéresse. Je ne prendrai pas les single issues, là, mais assurément, quand le trade va sortir, je vais jeter un coup d'œil. Ne serait-ce que pour l'art, à tout de moins, parce qu'il y a vraiment un coup de crayon qui est particulier et que je trouve intéressant. Encore une fois, c'est un projet qui est personnel. Il est autant à l'écriture qu'au dessin. Puis c'est le genre d'artiste à la Shane Murphy que je pense qu'il ne travaillera plus en tant que dessinateur simplement, à moins de travailler vraiment avec un auteur qui apprécie. Je pense qu'il va faire ses projets personnels puis qu'il va aller vers ce qu'il aime puis ce qu'il va t'approcher pour. Effectivement. Donc, ça s'appelle Ghost Fleet. Donc, c'est disponible. Tu me disais qu'il n'en restait pas beaucoup de copies, donc si vous en voulez une. Effectivement, c'est dur à trouver parce que, comme je vous disais, c'est quelque chose qui avait été annulé. C'est Vertigo qui l'a republié. Ah ouais, Vertigo qui a repogné ça? C'est pas chez Image. Non, c'est Dark Horse. C'est chez Image. Ah, c'est Image qui l'a repogné. C'est Image qui l'a repogné, c'est Dark Horse qui l'a publié à la base, qui l'a cancellé, puis Image, dans le fond, ils ont comme eu l'opportunité de le republier en intégral après. Elle m'a dit une chance qu'ils sont là, Image, parce que... Parce que Donny Cates écrit encore chez Image des séries assez régulièrement. D'ailleurs, on vous parlait un peu en ouverture de podcast de AWA. Il y en a d'autres, des TP qui s'en viennent, qu'on a vu dans le preview, donc on va avoir l'occasion de vous en reparler, parce que je pense qu'on a été un peu vendu à cette compagnie-là. Pas juste ça, c'est comme je vous disais, la plupart des séries, c'est du
5 numéros, puis ils vendent leur trade paperback à 9,99 US. Ça fait que. C'est du vol. Si je ne m'abuse, là, ils ont comme 3 nouveaux TP, puis on a acheté un de chaque. Oh, vraiment. Moi, j'ai acheté les 3 encore une fois. Là. Je pense que je vais me faire une bibliothèque de AWA, tout simplement. Ben, j'ai pogné juste Bad Mother, par exemple, parce que c'était vraiment le seul qui m'attirait beaucoup. Fait que moi, j'ai pogné Kennedy, Turkey Kennedy ou quelque chose comme ça. Okay. Ouais, Kentucky, là, Kennedy, là, ça a l'air très redneck, ça, possiblement que ça va être intéressant aussi. J'ai bien hâte de voir ça, fait qu'on vous en reparlera en temps et lieu. Hey, je vais vous entendre les deux sur une série qui est vraiment là, et la série du moment, là, c'est YouTube Premium qui avait lancé son système, son streaming un peu avec cette série-là, qui espérait avoir beaucoup d'utilisateurs. Moi, je sais qu'un de mes collègues l'avait écouté à ce moment-là, quand c'était sur YouTube, m'en avait parlé beaucoup, mais malheureusement pour lui, j'ai peu d'intérêt ou de référent à Karate Kid parce que c'est pas parce que j'aime pas ça, c'est juste parce que ça donne pas. C'est pas dans mes films préférés des années 80, puis j'ai comme pas d'intérêt pour ça, mais il m'avait dit à quel point c'était bien fait. Puis Netflix a finalement décidé de prendre la barre parce que YouTube Premium, ça fonctionne juste pas. Et là, c'est la 3e saison. Et Alan, tu t'es laissé convaincre d'y aller. Je pense que tu t'es fait un marathon de ça. Puis j'en ai que tu as eu l'occasion de terminer la 3e saison. Je veux que vous m'en parliez un peu. OK. Je vais commencer parce que moi, j'ai pas été vraiment de reculons pour écouter la série parce qu'elle m'intéressait. Mais je l'ai commencé vendredi dernier, puis il me reste 5 épisodes de la 3e saison à regarder. Je pense que tu as aimé ça, sinon tu aurais arrêté. C'est plutôt mitigé, je vais te le dire. Là. C'est particulier, la run que j'ai en 3 jours avec Cobra Kai. Comme tu te dis, ça avait commencé, les 2 premières saisons ont lieu sur YouTube. Ça se demandait pourquoi que Sony avait signé avec les autres dans le temps. Là, c'est parce que la série, à la base, je me demandais si c'était une production de YouTube, mais non, c'est vraiment du Sony à la grandeur. Puis ça s'est ramassé. Ils ont décidé d'opter pour YouTube. Pour moi, YouTube a dû signer un chèque par rapport. Là. Je comprends pas. Google a dû essayer quelque chose. C'est pas mal la seule grosse série qu'ils ont eu. D'après moi, c'était comme ils se sont essayés, ils sont allés all-in. Ben, il y avait besoin d'un flagship. Il y avait besoin d'un flagship, puis ils n'étaient pas prêts à le gérer. Fait que ça leur prenait un tiers qui venait leur rapporter du contenu que les autres n'avaient pas. Ils ont dû signer gros, puis malheureusement, pour une série que le trio qui ont travaillé à l'écriture et à la réalisation, honnêtement, wow, c'est des purs génies. La série est traitée comme une sitcom chez YouTube. Ça fait que les 2 premières saisons, ça roule avec des épisodes de moins de 25 minutes. La première saison, honnêtement, quand tu l'écoutes, si tu connais moindrement Karate Kid, même si ça fait 20 ans que tu n'as pas vu le film, ils vont faire des flashbacks au moment important du film qui vont te remettre en situation. Mm-hmm. Mais la série joue pas sur la nostalgie des années 80. Elle joue sur ce que tu es présentement, puis le bien-être que tu peux avoir en te rappelant des souvenirs. Tu sais, c'est pas « Ah, c'était cool à cette époque-là ». Non, tu es en 2020, puis ça te refait revivre ta jeunesse quand tu étais jeune, puis pas en filmant des années 80. Donc, tu te ramasses avec M. Larousseau, qui était Daniel San, dans le Karate Kid, qui est rendu un propriétaire de concessionnaire d'auto, puis que sa vie va super bien. Et de l'autre côté, tu as Johnny Lawrence, qui était le méchant dans le premier Karate Kid, le flot blond qui mange le coup de pied de cigogne à la fin d'en face, qui est un loser pathologique. C'est un alcoolique qui boit de la course live ce matin, midi, soir. C'est quelqu'un qui est resté dans les années 80. Ouais, il ne sait pas c'est quoi un ordinateur, puis il écoute Iron Eagle combien de fois dans la première saison? Je pense qu'il doit l'écouter 6 fois minimum en 10 épisodes. Il n'a fait qu'écouter Iron Eagle, c'est crissement drôle. Mais la série vient tellement jouer sur ta nostalgie, c'est que à place de t'écœurer avec ça, c'est que tu vas écouter la série, puis tu vas rire pas parce que c'est drôle, tu vas rire parce que tu te sens bien en l'écoutant, puis ça te rappelle ça te libère de tes angoisses, ça te libère de tout, c'est juste le fun, c'est incroyable la sensation que ça fait sur ton bonheur personnel. Tu sais, c'est même pas, ils n'ont même pas besoin de se pousser pour mettre des situations qui vont te rendre heureux. Ils font juste te sentir comme ça. Et pour la première saison, c'est un chef-d'œuvre pour ça. Je vais rapporter un petit côté. Si vous n'avez jamais écouté Karate Kid, là, c'est comme le film d'action familial par excellence des années 80. C'est pas compliqué. Tu as un petit garçon qui se fait écœurer à l'école, qui vient d'une famille qui n'a pas beaucoup d'argent. Puis le gars qui l'écœure le plus, c'est Johnny Lawrence, qui lui est comme
on va dire, le corps arrière de l'équipe de football, là, mais dans le fond, il est comme le champion karaté d'un dojo qui s'appelle Cobra Kai. Puis dans Karate Kid, Daniel San se fait prendre sous l'aile d'un vieux monsieur asiatique qui s'appelle Monsieur Miyagi, qui apprend dans le fond le karaté, mais d'un côté zen. Il va s'inscrire à un tournoi pour défendre l'honneur, puis il réussit à battre Johnny Lawrence à la fin du film. Ça se trouve à être un petit peu à l'époque, là, dans les années 80, Rocky avait gagné un Oscar. Tout le monde s'arrachait les films de sport avec des belles histoires. Puis ça a été écrit, pensé, réalisé un peu pour être un Rocky familial. Pour enfants, mettons. C'est l'apothéose de ce qu'il y avait, genre de bonbons mielleux roses des années 80. Puis ça n'a pas très bien vieilli, mais c'est un film qui est vraiment le fun, qui est drôle. Et c'est tellement drôle, tu l'as tellement bien résumé, Alan, parce que ce qui fait qu'on se sent bien comme ça, c'est que c'est comme un anti-Stranger Things. Genre, l'utilisation de toutes les tropes des années 80 dans la série sont pas là pour nous faire des clins d'œil. Ils ont littéralement fait un personnage qui représente à lui-même les années 80, puis il est mis en clash avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas ridiculisé. C'est rien que ça nous remet en face tous ces tenants-là qui parfois étaient bons à l'époque, parfois ils sont moins aujourd'hui, et c'est hyper drôle. Mais c'est construit avec une belle histoire Là, dans la série, c'est un petit garçon qui vient lui aussi d'un milieu défavorisé, qui vient d'une famille problématique. Puis les rôles sont inversés. Celui qui était le méchant dans Karate Kid, là, finalement, c'est un good guy. Puis le personnage principal de Karate Kid, il a mal vieilli un peu. Mais ça, tu dis que... je veux juste arrêter, il y a 3 films, mais y avait-tu assez de stock? Parce que ce que vous me racontez, ça me semble être un beau projet pour une saison. Mais là, on est rendu à 3. Il y avait assez de stock pour faire 3 saisons? En gros, là, les 2 premiers films, c'est le cœur de Karate Kid. Le 3e est comme plus un hors-série que d'autres choses. Le nouveau Karate Kid, c'est qui l'actrice qui jouait là-dedans? Hilary Swank. Hilary Swank. Lui, c'est plus qu'un hors-série. Puis ça, avec le fils de Will Smith, à part avoir apporté Will Smith à la production de cette série-là, donc avoir amené beaucoup, beaucoup de cash à Sony pour produire la série Cobra Kai, pour moi, c'est le seul point positif qu'il y a là-dessus. La question, c'est est-ce qu'il y avait assez de contenu? C'est que ils ont été rechercher un concept qui était classique des années 80 dans le cinéma, puis même à la fin des années 70. Le bully, quelqu'un le plus faible, puis à la fin, le bully mange une volée. Si tu prends beaucoup de films de l'époque, même Footloose, qui est un film de danse, c'est une histoire de bully qui mange un coup de poing d'en face à la fin par le plus faible. Back to the Future. Back to the Future, c'était exactement ça. C'était un classique de cette époque-là. Donc là, on va travailler avec un conflit qu'il y avait entre les 2 dojos, donc le Miyagi-Do de M. Miyagi et Daniel San, qui était la zénitude totale, donc la recherche de la balance, et Cobra Kai, qui était plus fesse le premier, puis je ne montre pas de merci. Et tu te ramasses avec 2 personnages que tu te rends compte qui n'ont jamais réussi à passer par-dessus leur adolescence. Et la rancœur qu'ils ont gardée de leur adolescence entre ces 2-là fait qu'il y a un switch de balance. Ça fait que la série, ce qui permet de continuer, c'est que tu prends un yin-yang, mais qui est en perpétuel mouvement. C'est que tu ne sais jamais lequel qui est le blanc puis lequel qui est au thé noir parce qu'ils ne font que tourner et changer de rôle en permanence. Donc, tu as comme un cycle de violence qui finit par être le problème de la série parce qu'au niveau de la violence, ça devient tellement gratuit, ça devient tellement grave qu'on est en 2020 avec des cellulaires. Le nombre de voies de fait grave dans cette série-là, il n'y a personne qui s'en tirera en bas de 250 ans de prison puis quelques millions de dollars en amende. Mais ça tourne là-dessus. Puis moi, personnellement, c'est à partir de la 2e saison que j'ai commencé à décrocher. Quand il a ramassé John Kreese, qui était le maître du dojo Cobra Kai dans la première saison, est revenu. Et là, ils ont poussé la violence de la série. Là, dans la 3e saison, là, sérieusement, les enfants de 14 ans manquent s'entretuer. Et c'est inouï comment ils se fessent d'en face. Et je trouve que ça se transpose mal en 2020 parce que ce qui est une bataille générale d'une école qui rend quelqu'un handicapé en 2020, c'est pas vrai que 2 mois plus tard, l'école recommence normalement puis personne n'a eu de conséquences de ça. Oui, mais ça, c'est quand tu décides d'ancrer ça en plein dans la réalité. Mais tu sais, pour un film... Oui, c'est parce que la série te montre du monde qui filme les combats à tout bout de champ, qui trouve ça cool puis qui passe leur temps à mettre ça sur Facebook. Tous les combats sont tout le temps filmés et ils montrent qu'ils sont toujours montrés sur Facebook. Ça fait que... Donc, cette ville-là se rend tutelle. En même temps, je pense pas que la série cherche à passer un message. Je pense que c'est adressé plusieurs fois. Là. Il n'essaie pas de prendre position sur est-ce que la violence peut régler les problèmes. C'est plus sur la construction des personnages, puis
qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, quand est-ce que c'est bien de se venger, quand est-ce qu'il faut allumer sur, il faut se défendre physiquement ou psychologiquement quelque chose. C'est un peu comme souvent, il y a beaucoup de quiproquos dans la série. Souvent, tu penses qu'un personnage a bien fait, mais c'est mal interprété par un autre, puis ça crée une situation problématique. Je veux dire, c'est ce qui est le fun, parce que la vie, c'est comme ça aussi. Ben, effectivement, parce que ce qui mène à la violence dans la série-là, c'est qu'ils vont prendre des situations typiques d'adolescents, puis ils vont les mettre x10. C'est comme la fille de Daniel San, la petite Samantha, qui est jouée, c'est par Marie Mosseur, je pense. Elle, c'est l'exemple typique de la petite fille ultra cute, qui est super fine avec tout le monde, qui essaie de se faire aimer par la clique qui est plus riche à l'école. Sauf que, tu sais que la manie de la petite cute de l'école qui tombe en amour avec tout le monde à toutes les 15 minutes, là, c'est que tu t'assis 15 minutes avec elle, puis elle tombe en amour avec toi. Si ça fait plus le même matin, elle s'assied à côté de quelqu'un, puis elle tombe en amour avec, puis elle ne s'en rend pas compte qu'elle est de même. Sauf que quand tu sors avec 2-3 petits losers bizarres dans le même 3 mois, là, ça se peut que ça fasse comme un conflit, puis un triangle qui fout la marde par en arrière. Puis elle, de son côté, elle est sûre qu'elle est super fine, mais elle ne voit pas la marde qu'elle fait en arrière. C'est que tu as comme un flot qui est dévisagé, qui a une opération sur la lèvre. Tout le monde l'écœure à l'appelant lèvre. Ce flot-là, il a passé sa jeunesse à se faire écœurer. Il apprend le karaté. Ça se peut qu'il vire un petit peu berserk et il se rend compte qu'il peut casser la gueule de tout le monde. Non, c'est-tu Degrassi que vous avez écouté ou Cobra Kai? C'est ça que j'allais dire, parce que la série fonctionne comme sur 2 niveaux. À la base, là, on suit plus les jeunes que les vieux. Fait que là, tu peux dire, bon, ils ont rien que pris le nom Karate Kid, c'est comme rien que des flots qui prennent les donjons. Mais non, il y a une histoire complète qui est super intéressante, qui est menée par les adultes de la série. Puis en parallèle, on a ce qui se passe avec les jeunes, puis ça a des répercussions les uns sur les autres. Exactement. C'est parce que l'évolution des adultes, tu te rends compte que c'est les adultes qui doivent évoluer et régler leurs problèmes pour ramener la balance sur les enfants. Ça fait que tu as comme 2 cheminements qui sont parallèles, donc tu as 2 histoires qui se suivent, mais qui sont totalement distinctes. C'est super bien écrit, c'est super intéressant. Personnellement, moi, le personnage de John Kreese, il m'énerve. Je trouve qu'il en met vraiment trop de violence pour rien dans cette série-là. De la façon qu'il traite les enfants, ça n'a juste pas de sens. Puis, on a un autre problème aussi en 2020. Là, il me semblait que les vétérans du Vietnam étaient pratiquement tous morts, mais ça a l'air qu'il en reste encore un de vivant. Ça commence à faire un bout, là, la guerre du Vietnam. Ouais, c'est ça qui arrive, là, mais non, mais tu sais, mais sauf que c'est en plus une série aussi qui en met plein de bons messages, mais il ramène même il va au Japon, puis il va retourner c'est au Japon qu'il va pour retrouver le petit village du 2e film, puis tu sais, il rencontre des personnages là-dedans, puis ce qui est génial dans cette série-là, c'est que je comprends pas quand ils ont fait, puis à quel point que le monde a été willing. C'est tous les acteurs qui reviennent des films. La mère de Daniel Sam, c'est la même actrice. John Kreese, qui est le prof, c'est le même acteur. Hey, à un moment donné, là, il retourne chemin au Japon, là, dans le village, là, puis il va rencontrer une fille random quelque part. Il tombe sur la fille avec elle qui est sortie dans le 2e film, c'est la même actrice. À un moment donné, il rencontre une fille pendant quelques secondes qui est super importante. C'est la petite fille qui a sauvé dans le clocher pendant la tempête dans ce film-là. La petite fille devait avoir 8 ans. Ils ont réussi à retrouver l'actrice. Elle a une belle carrière, mais ils vont rechercher tout le monde, puis tout le monde sont winning d'en revenir. Mais M. Miyagi n'est plus là. Il est mort, ça fait quelques années. L'acteur est décédé. Je sais, je vous niaise. Mais sauf que c'est incroyable à quel point que même une actrice qui a 8 ans, 30 ans plus tard, tu peux recaster quelqu'un d'autre, c'est facile. Non, tout le monde est là. Ah, ça, c'est quand même cool, mais dis-toi que c'est peut-être leur seul paycheck aussi depuis ce temps-là. Non, la petite fille de 8 ans qui était dans le clocher, elle a fait toutes les saisons de Lost puis dans plein d'autres séries aussi. Ah, OK, au moins, OK, c'est beau. Elle a eu une carrière. Parce qu'elle a eu une carrière. Puis elle a accepté quand même de venir pendant quelques minutes dans cette série-là pour simple nostalgie pour le principe. Là. Ah, quand même intéressant. Donc, disponible les 3 saisons sur Netflix, si ça vous intéresse. Avant de terminer, c'est peut-être rien qu'un clin d'œil, mais j'ose croire dans un univers parallèle. Là, pour les fans de How I Met Your Mother, rappelez-vous, c'est presque dans la saison finale, le personnage de Barney, pour son mariage, il aimerait avoir le héros de Karate Kid qui vient le voir. C'est comme un rêve de vie. Puis, la joke dans l'épisode, c'est comme que tu apprends que c'est pas Daniel dans sa tête, le héros de Karate Kid, c'est Johnny Lawrence. Puis dans How I Met Your Mother, ils font venir l'acteur William Zabka, je pense qu'il s'appelle. Puis ils le font venir. Puis dans la tête de Barney, c'est lui le héros de Karate Kid. Puis quand il explique pourquoi, c'est crissement drôle. C'est comme si tu le prends de son point de vue à lui, c'est vrai que c'est lui qui était le héros. Puis j'aime croire que cet épisode-là a inspiré la série. Ouais, il y a des fortes chances.
Je vais vous entendre peut-être sur... Tiens, j'en ai qu'on va se faire un petit segment juste tranquillement, pas vite, parce que dans le temps des fêtes, je pense qu'on en avait déjà parlé, j'ai reçu le compendium de Saga de Brian K. Vaughan. Hogan. Vaughan? Brian, il faut rien que tu le dises vite. Il faut rien que ça sonne comme un V puis des N. Brian Vaughan. Donc, lui qui était derrière Wild Lassen et qui maintenant est sur Saga. Et il est sur Paper Girls aussi, hein, que j'ai tenté de commencer puis que je me suis un peu emmerdé, en fait. Là. J'ai de la difficulté à le terminer. C'est pas très... En fait, c'est pas que c'est pas bon. J'aime pas dire que les choses sont pas bonnes. Ça me parle juste pas à moi. J'ai juste eu de la difficulté à rentrer dans ça. Peut-être que si je donnerais une deuxième chance, parce qu'au moment où j'ai commencé, il n'y avait pas grand-chose de fait. Peut-être que si je donnais une deuxième chance maintenant qu'il y a un peu plus de numéros et que c'est un peu plus avancé. La série est terminée, Paper Girl. C'est terminé, là? Oui. OK. Ça me permettrait peut-être de justement là, voir un peu comment ça s'est terminé. Mais Saga, j'hésitais beaucoup à entrer là-dedans. Et je vais te donner une idée pourquoi j'hésitais. Là. Parce que les covers sont... J'ai-tu le droit de dire ça? je pense que je vais le dire. OK, prenez vraiment pas ça, là. Je sais qu'en 2020, on n'a plus le droit de dire ça, là, mais je vais le dire, puis prenez pas ça péjoratif. Les covers sont tellement fifs. C'est laid, là. C'est souvent des couleurs pastel, puis ça fait image un petit peu harlequin. Ben, en fait... Mais j'imagine que tu comprends pourquoi c'est ça. Oui, mais je m'attendais à une histoire, genre... un peu, genre... Donjons et Dragons, là. Puis moi, j'aime pas ça, Donjons et Dragons. OK, je m'excuse, là. Puis je sais que je vais en froisser plusieurs des joueurs. Puis je le sais, puis regarde, je vous respecte, là. Vous avez le droit d'aller dans des grandeurs nature puis de vous péter à gueule avec des épées en mousse, là. C'est super, là. Mais moi, personnellement, là, j'aime pas ce genre d'univers-là. Et ça ressemblait beaucoup à ça de par les covers. Et je me disais, j'aime l'auteur, mais sacrifice que ça a l'air mauvais, là, puis ça a l'air mielleux, puis ça a l'air... pas enfantin, mais un peu, je sais pas, là, genre elfique, là, tout le monde s'aime. T'as eu raison sur une affaire, c'est mielleux en maudit par bout. Ah oui. Oui. Mais du bon mielleux, là. Mais c'est... Mais c'est vulgaire, là. C'est pas... Ah oui, c'est très vulgaire. C'est pas... C'est dirty, là. C'est pas... Ouais, mais t'es offensé par des splash pages de pénis géants. Non, mais c'est quelque chose, là. Et j'ai eu un fun complètement fou à lire cette série-là. Je l'ai fait en trois jours. Je passais à travers. C'est l'univers de la façon dont ils l'ont... Puis tu sais, gars, je vais te faire un parallèle qui va faire fâcher Alan, parce que j'aime ça faire fâcher Alan. Je te mets 2 lectures en parallèle, OK? J'ai essayé de lire la bande dessinée de Dune et j'ai lu Saga dans à peu près le même bout. Et il est déjà en train de devenir rouge. Non. Et la seule affaire, c'est que pour me faire accompagner dans un univers nouveau, Saga est plus efficace parce que je suis capable de me rendre à 8 numéros sans me poser des questions à tous les 3 mots. On installe l'univers tranquillement, pas vite. Il y a des points de repère qui font en sorte que je peux continuer de comprendre ce qui se passe puis d'apprendre sans qu'on me l'explique dans un tableau très détaillé comment fonctionne cet univers-là. Dune, j'ai fait 3 pages, je suis pas encore capable de finir les 3 pages. Ça, c'est parce que c'est un complexe que beaucoup de personnes ont avec Dune, que j'ai beaucoup de misère à comprendre. C'est que vu que les concepts sont pas clairs dès le début, le monde se casse tellement la tête qu'ils veulent pas aller plus loin. Tu sais, c'est parce que, tu sais, je peux comprendre le problème, mais c'est... On se met tellement des limitations par rapport à ça. Si tu vas lire le mot mentat, dans ta tête, à place d'avoir un conseiller militaire, tu comprends pas ce que c'est un mentat, puis tu vas pas plus loin que ça. C'est que en fait, Alan, ce que je te dirais, c'est que tu peux amener toutes sortes de ce genre de concepts-là, mais il faut que tu gardes l'intérêt du lecteur. Le problème de Dune, c'est que plus j'avance, plus je me calisse de ce qu'ils font. Ce qui est pas normal. Tu sais, je veux dire, ça devrait m'intéresser, savoir ce qui va se passer. Puis le problème, c'est que j'ai beau essayer de me forcer, je comprends tellement rien que je m'en crisse. Tu sais, je me dis, OK, il s'en va sur cette planète-là. Vas-y, man, je m'en calisse. Dune, là, t'es vraiment laissé tomber dans un marais vastement boueux. Puis, je suis convaincu que quand t'as tout, là, je suis convaincu que ça doit être malade. Plus t'avances, plus ça s'éclaircit. Puis, je continue à avancer dans Dune tranquillement. Puis, plus t'avances là-dedans, plus tu commences à voir comment cet univers-là fonctionne. Les termes reviennent.
sais, c'est quand même bien fait parce que si tu lis Dune, tu vas avoir les clés pour comprendre. Il faut que tu le lises. Mais je suis un peu d'accord avec toi, c'est obtus, c'est pas le plus fun et le plus facile à lire. En fait, je te dirais juste un coup que tu l'as lu, c'est ça. Ça va être facile à analyser. C'est parce que c'est les référents, mais je comprends qu'avec Saga, c'est que moi, avec Saga, ce que j'avais aimé dans ma lecture que j'avais faite, c'est que c'était très bien imagé, puis c'était très bien clair. Puis ce qui avait été brillant dans Saga, c'est parce que en plus, c'est facile, parce que c'est une critique sociale, Saga, en gros. Et pour éviter tous les problèmes de racisme et autres, dans le fond, c'est la série Carnival Row sur Amazon Prime a volé un petit peu l'idée de Brian K. Vaughan. C'est exactement le même principe. Les personnages sont presque pareils. Il y a des fées puis des personnages avec des boucs. Dans le fond, les fées représentent comme une catégorie du peuple qui est plus riche. Puis souvent, les boucs sont souvent, dans Carnival Row, vont être comparés à des noirs. Ça fait que c'est une série qui traite sur le racisme, sur les enjeux de société, les classes sociales, mais avec les riches ultra puissants qui ont des têtes de TV qui sont gris. On n'identifie pas vraiment le genre aux couleurs. On se reconnaît rapidement. On se reconnaît facilement, même si tout est fucké. Puis tu t'assures de plus ou moins vexer le monde parce que tu vas pas vraiment avec les bonnes couleurs et les bonnes nationalités. Et tu mélanges un peu à ça un Roméo et Juliette. Exact, ouais. C'est un Roméo et Juliette. Et tu as tout ce qu'il faut. Puis tu as aussi ce rêve de je ne veux pas changer ce monde-là, je veux le quitter. Je veux avoir mon propre monde, puis je veux juste qu'on me saque la paix, puis s'il faut que je me déplace de planète en planète, puis que je me déplace de conflit en conflit, puis que je m'établisse une couple de fois à plusieurs places, je veux le quitter. Mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est parce qu'un des points forts qu'il y avait eu dans Saga, on est pour en parler, c'est que justement, c'est une série qui vendait le rêve de l'unité, qui vend le rêve d'avoir un monde meilleur. Puis quand tu lis la série, tu te rends compte que ce qui a inspiré le couple, c'était un roman qui les a fait rêver, qui les a fait voir un monde qui était meilleur, un monde qui pouvait s'offrir. Et la journée qu'ils rencontrent l'auteur, et que tu as la claque d'en face de la réalité et du vrai monde, que, hey, c'est de la fiction ce que j'ai écrit. J'avais besoin d'argent. J'avais besoin d'argent, c'est pour ça que j'ai écrit ça. C'est de la merde, ça n'arrivera jamais ce que j'ai écrit. J'ai fait ça en 3 soirs. C'est tellement drôle. Il y a tellement un beau romantisme dans cette série-là, mais à tout bout de champ, le romantisme, il te le ramène en pleine face avec c'est pas comme ça que ça marche. Mais tu sais, moi, ce que j'aime, c'est on suit l'enfant qui est né de cette union-là, qui est interdite. On vous a parlé de Roméo et Juliette, mais c'est surtout qu'on ne nous le vend pas comme le Chosen. Tu sais, la fameuse histoire du Chosen One, là. Non. Ils en font pas un Chosen One. Ils veulent juste avoir la paix. Ils veulent juste vivre leur vie. Ils veulent juste être en famille. Puis ils veulent juste pas faire partie de ça. Et c'est à quel point tous ceux qui le courent après finissent par se greffer à leur famille. Ouais. Tous ceux qui les détestent, qui les chassent, qui ont une mission, qui doivent les ramener sur le bon chemin, qui doivent les évoluent et finissent par devenir soit des alliés, soit des alliés temporaires, soit et c'est tellement bien fait parce qu'on dirait que cette maudite famille-là est donnée. À chaque fois que tu les rencontres, il arrive un de quoi, deux, t'es pogné pour contribuer à leur histoire, même si tu veux pas. Ils shake les idées que tu avais sur ce qui se passe dans le grand univers. Des fois, ça te change, des fois, ça te change pas, mais ça provoque quelque chose. Non, sincèrement, j'ai eu du fun. Le seul bémol, c'est ça coupe, puis c'est pas fini. C'est pas fini, puis on sait pas quand est-ce que ça va finir. C'est souvent le problème des projets qui sont très personnels, puis qui sont publiés chez Image, ou c'est toi-même qui va s'occuper de la distribution, puis de à peu près tout. Tu t'occupes de ta propre pub, puis c'est toi qui es responsable de ton horaire. Tu travailles avec le même dessinateur, c'est toi qui écris, c'est qu'à un moment donné, que tu passes 4-5 ans sur le même projet, tu as besoin de faire d'autres choses, tu as besoin aussi de faire de quoi des fois qui sont plus rentables. Ça fait qu'aller voir Marvel, DC ou n'importe quoi, puis ramasser un chèque qui est stable. Puis c'est réussir à revenir là-dedans, puis trouver le temps. Puis il faut que le monde te suive. Là, quand tu es rendu au numéro 55, il faut que le monde qui achète le 56 ait lu les 55. Là. Oui. Alors, en même temps, pour revenir là-dedans, Saga, ça a été genre le best-seller chez Image depuis que c'est sorti. C'est une de leurs plus grosses séries à succès, puis ça a à peu près tout remporté ce que ça peut remporter de prix dans BD américaine. Fait que c'est vraiment
ils ont pris un break parce que, justement, comme tu dis, ils avaient besoin de se ressourcer et aller voir ailleurs, mais c'est un peu le contraire de Ghost Fleet. Eux autres, ils ont eu le succès populaire, le succès critique. Image en prendrait 10 des séries de même. Oui, bref, j'ai bien hâte de voir quand est-ce que ça va recommencer. Hey, avant de passer à autre chose, Star Wars, ça continue. Tu nous avais parlé, Alan, de High Republic, puis comment ça s'appelait le projet Force... C'était Project Luminous. Ouais, Luminous, c'est ça. Puis Ouais. on savait pas trop où c'est que c'était rendu, qu'est-ce qui se passait avec ça, avec le backlash de l'épisode 9, puis de là, on savait plus où est-ce qu'on était rendu. Puis la pandémie qui a retardé presque d'un an la sortie des romans. Entre autres, puis là, il y avait Mando qui était un peu libre de l'œil de Sauron, là, parce qu'on l'a laissé aller parce que c'était fait. Puis là, on s'est rendu compte que ça a pogné. Là, on a décidé de lancer 1 million de séries. On est rendu où dans ce projet-là? Là, il y a un livre qui est sorti. Le premier roman officiel est sorti, donc je pense qu'il y a des romans jeunesse aussi qui vont suivre, puis le reste des romans vont commencer à sortir du mois de février pour au mois de juillet. Donc la personne qui a écrit le premier roman, c'est Charles Soule. Un connu du milieu, là. Un connu du milieu de la BD, du roman. Il a travaillé sur la série Star Wars chez Marvel. Il a écrit du Darth Vader aussi. Donc, ça, c'est un gars que ça fait un bout de temps qu'il tourne chez Star Wars du côté de Disney. Le titre de ce premier livre, c'est Light of the Jedi. Donc, dans le fond, le High Republic, c'est plutôt qu'elle est avec le Old Republic qu'on avait dans l'ancienne légende de Star Wars qu'on appelle maintenant, l'ancien canon, qui était 10 000 ans dans le passé. On y était un peu plus rationnel et un peu plus proche, et qu'on est 250 ans environ dans le passé. Ouais, parce que 10 000 ans, ça faisait... me semble qu'il n'avait pas évolué beaucoup en 10 000 ans. Ben, tu te rendais compte qu'il y avait des technologies plus avancées là, 10 000 ans que là. Ouais, tu sais, c'était un peu Tandis spécial. que sur un gap de 250 ans dans un univers où l'hyperespace puis des vaisseaux, tu peux comprendre que quelque part, ça allait stagner un peu. Ouais, puis qu'il y a eu des guerres civiles, puis il y a eu des... la façon dont on expliquait, entre autres, le gap entre la prélogie et la trilogie, moi, j'ai toujours trouvé ça intelligent de dire que quand l'Empire est arrivé, ben ça a fait baisser les standards de tout, puis ça a fait écraser l'innovation, mettons. Là. Ouais, et puis sérieusement, c'est que je me suis lancé à temps. J'ai lu beaucoup de Old Republic. C'est quand même un univers qui m'avait beaucoup intéressé. Je me suis lancé dans ces romans-là. Je me suis demandé à quoi ça leur ressemblait. Honnêtement, j'ai été surpris parce que quand j'ai commencé à lire le roman, j'ai eu de la misère à l'arrêter. Parce que Charles Soule, je pense qu'il a été brillant. Il a commencé son roman avec une catastrophe qui se passe. Il nous met en situation avec quelque chose qui chie dans l'hyperespace, puis l'histoire va tourner alentour de l'hyperespace. Donc, tu as un vaisseau de transport avec genre des réfugiés toutes qui se promènent dans l'hyperespace, puis à un moment donné, il y a une anomalie qui se passe dedans, puis ils doivent essayer de sortir de là puis l'éviter. Mais le vaisseau, on essaie d'éviter le contact. Il y a une rupture. Il a essayé de bouger dans l'hyperespace, une idée de câble. Le vaisseau explose en morceaux. Donc, tu te ramasses avec plein de morceaux à haute vélocité qui s'enlignent vers une planète. Donc, la planète, il y a plein de monde qui vont crever. Ça fait que la République appelle les Jedi pour sauver la planète. Et les 120 premières pages, c'est que tu as une flotte de Jedi qui se pointe pour empêcher des astéroïdes de fesser une planète pour sauver le monde. Et c'est de voir à quel point que Jedi, dans le temps, c'est pas ce qu'on a connu. À quel point ça peut être zen, à quel point que c'était pas des soldats, mais que c'était du monde qui était là pour sauver le monde, mais que c'était du monde qui était uni aussi. Il ramène beaucoup de ce qui était la force dans le Old Republic. Donc, quand tu arrives là-bas, il ne parle pas en tant que général, rien, c'est pas des termes militaires. C'est une unité qui était indépendante de la République. Les Jedi, c'est les Jedi, ils sont indépendants de tout ce qu'ils font. C'est qu'on n'est pas payé dans la marde politique de George Lucas. C'est que il me dirait qu'au départ, il arrive, le chef des Jedi se met dans son vaisseau au milieu, Battle Meditation. Il évite, puis il lit tous les Jedi ensemble pour la bataille qui va s'arriver pour bloquer ça. Et c'est de voir qu'est-ce qui arrive là-dedans, puis de la façon qu'ils se débrouillent. L'importance de leur sabre laser par rapport à leur personnalité. Le fait qu'ils ont traîné des Padawans dans une catastrophe qui va tuer des milliards de personnes, mais qui continuent l'entraînement de leurs Padawans pendant cette crise-là. De voir à quel point que les Jedi sont prêts à sacrifier pour sauver du monde, parce qu'à un moment donné, pour dévier quelque chose qui allait tuer la planète au grand complet, les Jedi s'unissent pour faire dévier l'objet. Et tu te rends compte qu'il y en a plusieurs qui meurent pendant cette méditation-là. Donc, on s'en va ailleurs. Il met un standard sur ce qu'étaient les Jedi, ce qui faisait que c'était une force à reconnaître. Mais y a-tu de quoi qu'on connaît qui fait une apparition? Il nomme Yoda quelques reprises. OK. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ordre Jedi,
telle que telle, on ne l'a jamais connue, puisque ce qu'on a tous détesté dans la prélogie, que finalement, que c'était des soldats de la République, c'est qu'ils répondaient seulement qu'au Sénat. Ben, c'était un peu ça l'histoire, en fait, de les avoir instrumentalisés. C'est ce que Palpatine a fait. Exactement. Ça fait là, on est complètement à part. On est vraiment dans le monde de l'indépendance des Jedi et de voir qu'est-ce qui était. Donc, tu sais, c'est pour les gens qui s'intéressent à ce mode de vie-là, à qu'est-ce qu'était Ezzo, c'est super intéressant de tomber là-dedans parce qu'on tombe vraiment dans l'essence de la Force, de ce que c'était être un chevalier Jedi. Puis ce que j'aime beaucoup dans cette série-là, plus dans le roman, c'est que vu qu'on traverse sur le problème de l'hyperespace, c'est qu'on essaie de nous expliquer un peu de l'hyperespace puis de le décortiquer parce qu'il ne faut pas oublier que George Lucas, un autre problème qu'il a eu avec l'hyperespace, c'est que pour lui, c'est rendu la téléportation dans la prélogie. Oui, vraiment. Ce qui fait qu'en réalité, ce qu'on avait vu dans l'épisode 4, que ça prenait genre 8 semaines se rendre de Tatooine à Alderaan, ben, il faisait ça en 1/8 de seconde dans épisode 3. Oui, vraiment. Là. Il avait besoin de se rendre à quelque part, il y allait. Il allait, puis il apparaissait à côté là. C'est qu'il n'y avait plus de 2-3 semaines de voyage. Ça, puis l'amiral Holdo, elle, a détruit une flotte du premier ordre avec l'hyperespace. Chose qui ne fonctionne pas parce que dans une ligne d'hyperespace, il n'est pas supposé d'avoir d'objet qui est dedans. Donc, il essaie de nous reconstruire l'hyperespace. C'est que il nous reconstruit ces Jedi, puis il essaie de reconstruire quelques concepts de Star Wars qui ont comme été un petit peu débattus. T'allais dire, Jean-Nic? C'est une belle porte d'entrée pour quelqu'un, mettons, parce que c'est quand même le premier roman d'une nouvelle série qui va être canon là-dedans. Moi, de la manière que tu en parles, ça me donne l'impression qu'ils présentent un petit peu rapidement plein de Jedi pour qu'après, ils vont faire des livres directement sur eux ou certains personnages. Honnêtement, le nom des Jedi qui sont dedans, c'est absolument pas important. Tu fais juste suivre l'histoire. Ils présentent Oui, mais ça risque d'être quoi la suite selon toi? Parce que, en tout cas, moi, de la manière que tu le présentais, je le voyais comme une opportunité de montrer comme plein de personnages. Puis là, après, je veux dire, eux autres, leur but, c'est d'écrire 200 romans avec ça. Là. Ben, oui, c'est sûr qu'il va y avoir plein de romans qui vont être écrits, sauf que j'ai plutôt l'impression qu'ils vont. Le premier roman que Charles Soule a écrit, il y a 2-3 personnages qui ont l'air de vouloir plus se débarquer, mais honnêtement, là, j'ai 240 quelque pages de lu sur 360, puis il n'y a aucun personnage qui se démarque plus que les autres. Là. Et c'est plus, on est en présentation d'un univers avec quelques personnages, puis par après, il va peut-être passer de quoi de plus personnel avec les autres. Donc, on est sur un établissement. Mais je veux dire, j'ai pas lu The Old Republic. Ça m'a jamais intéressé de savoir ce qui s'était passé avant épisode 1. Est-ce que si je lis ce roman-là, c'est rempli d'easter eggs pour ceux qui avaient le canon? Absolument pas. C'est juste que ça va augmenter ta connaissance de ce qu'étaient des Jedi, point c'est tout, parce qu'il n'y a aucun easter egg dans ce que j'ai pu voir, parce que c'est un roman de la façon qui est présenté, c'est un Jedi pour les nuls. OK, parce que moi, là, les histoires de Darth Bane, puis de Bardsey, puis de... Non, il n'y a rien qui est name-droppé de ça là-dedans. Là. Okay. Il ne parle même pas des sites, il ne parle même pas du côté obscur, il parle de rien là-dedans. Là. OK, parce que, tu sais, c'est ça. Moi, ça m'a toujours un peu bloqué parce que, je n'étais pas un gamer, puis je sais que ça s'est passé beaucoup dans la sphère du gaming. Ouais, avec les jeux de Kotor. J'ai pas lu non plus les romans Legend qui étaient par rapport à ça, puis ça m'a toujours paru plus une parade de cosplay qu'autre chose, ces romans-là. Effectivement, mais sauf que vu que là, on est plus proche de ce qu'on connaissait, on est rien que 250 ans, c'est qu'on est plus proche de la République qu'on avait. Là, donc, mais est-ce que dans les dernières pages, Luke Skywalker apparaît? Non. Parce que là, ça me vendrait. Là. Si il paraît qu'il y a Ezra Bridger qui passe dans un tunnel du temps de la Force okay. il est là à la fin. Si genre, là, ça finit genre avec un... Grogu arrive, ouais, c'est ça. Non, mais mettons là que le livre finit, là, puis que là, il lève un bébé dans les airs, puis c'est Palpatine, mettons, là. On dit ça. Ouais, il n'y a pas 250 ans, là. Dans Star Wars, on ne sait jamais quel âge ils ont. C'est un site, en plus. Il peut bien avoir 250 ça fait que c'est une belle porte d'entrée pour les gens qui s'intéressent au passé peut-être de l'histoire. Puis Disney n'avait jamais touché à cette partie-là. Hein? Non, effectivement. Ah, mais ça, c'est quand même intéressant. Je pense que c'est leur porte de sortie là, pour se sortir justement de la saga Skywalker et pouvoir travailler sur les Jedi parce qu'ils ne peuvent plus travailler sur Clone Noir. Je pense qu'après 7 saisons de Clone Noir, une série de rebelles, tu ne peux plus toucher à cette porte. C'est parce que l'affaire, c'est que c'est la guerre la plus documentée de l'histoire de l'humanité. M'amener, je dirais. Oui. C'est assez. Je veux dire, le nombre de missions que tu as dans Clone Wars, c'est quand même limité. Là. Ouais, en plus, on est capable de reconnaître chaque soldat qui est mort dans sa guerre-là. Ben ouais, oui. On le connaît tous personnellement. Ouais. Intéressant. Donc, ça s'appelle... Comment il s'appelle, le premier? C'est Light of the Jedi. Pas de traduction française encore?
Non, ça sorti le 5 janvier, donc. Puis les traductions françaises des romans de Star Wars, je dirais que c'est erratique et selon les ventes. Ah, OK. Puis, il était-tu bien cher, non? En anglais, c'est toujours des hardcovers, ça fait que ça varie toujours entre 30 et 35 $. OK. Donc, intéressant. Je vais peut-être jeter un coup d'œil là-dessus. Mais sinon, il ne faut pas oublier que l'univers, il va être multiplateforme. Là. Il y a des BD chez Marvel qui sortent. Et ça va même aller du côté du manga, parce qu'il ne faut pas oublier que Star Wars, maintenant, il y a plusieurs de leurs romans qui sont adaptés en manga japonais. Même la série Rebels, présentement, est en train d'être adaptée en manga. Jusqu'à maintenant, ils ont 3 romans qui sont adaptés comme ça, puis High Republic va tomber aussi là-dedans. Donc, ça va chercher tous les Puis, styles. comme c'est Disney, probablement aussi que vous l'aurez en gomme bazooka. Là. Fait que vous pourrez acheter de la gomme. Puis vous aurez des bouts de BD dans vos gommes, puis vous pourrez coller. Il va certainement avoir des séries TV ou des séries animées là, sur cette époque-là qu'ils vont l'avoir établi. Jusqu'à ce que les fans chialent, puis là, ben, ils vont se lancer dans d'autres choses, puis ils vont l'abandonner. Puis là, comme ils vont l'avoir abandonné, ben, le monde va avoir plus de liberté, puis là, ça va devenir bon. Ouais. Classique Disney. Ouais. C'est triste, pareil. Hein? Mais c'est ça. Là. Quand tu s'intéresses plus à quelque chose, ça devient bon. Ben, c'est parce que j'ose espérer qu'avec ce qu'ils ont fait avec Kathleen Kennedy, la dernière trilogie de Star Wars, c'est qu'ils vont commencer à traiter leur histoire comme un tout plutôt qu'un projet artistique. Mais moi, je pense qu'ils ont encore... Tu sais, je sais que quand on se met à parler de Star Wars, il faut nous connaître un peu. Là. Des fois, ça peut durer des feux de temps l'été. Là. J'ai pas envie qu'on se passe une heure là-dessus, mais... Je pense qu'il y a encore des bouts non exploités de la nouvelle trilogie qui pourraient être intéressants. Moi, Kylo Ren, là, je pense qu'il y a encore de quoi d'intéressant dans ce personnage-là. Ils ont essayé d'écrire des bandes dessinées là-dessus, mais chaque chose qu'ils ont apporté, c'était tellement inintéressant, ça menait tellement nulle part. Puis je pense que le gros problème, encore tantôt, je me misais à regarder la mort de Darth Maul par Obi-Wan Kenobi dans une des derniers épisodes de la série Rebels. Très bon. Quand Darth Maul dit à Obi-Wan, est-ce qu'au moins c'est lui le Chosen One? Puis Obi-Wan répond oui. Et là, tu fais comme, le type qui a tiré son sable laser par-dessus son épaule de Chosen One, c'est toi qui a tout abandonné espoir. Hey, il a entraîné Grogu, là. Non, il a entraîné Rey, qui a pas besoin d'entraînement. Parce qu'elle, quand tu lui mets de quoi dans les mains, elle est capable de s'en servir tout de suite. Ben, elle s'est entraînée avec des hologrammes de lui puis Léa. Hey, c'était quoi le sujet déjà? Hein? OK. Fait que intéressant. Donc, on va lire ça. Ça va être très, très intéressant. Hey, je termine parce que je regarde qu'on a déjà l'heure va être passée. Je vais y aller avec vos poisons. Fait que est-ce que vous vous êtes gardé un poison? Ah oui, j'en ai un. Je vais laisser aller Jean-Nic puis toi. Ouais. Jean-Nic, vas-y donc en premier. Il y a avec 2 poisons. Mon premier. Qu'est-ce que tu comprends pas dans vous avez un poison? Pourquoi est-ce qu'il faut que je te l'explique à toutes les fois? Il y a toujours un poisson qui est plate de sa part. Je sais. Je ne sais pas combien ça fait de temps que je participe. Je pense que c'est jamais arrivé une fois que j'ai rien qu'un poison. Je le sais. Puis c'est pour ça que je te le rappelle à toutes les de fois. C'est un poison, Jean-Nic. Un. Tu peux pas t'empoisonner 2 fois. Il y a 2 S dans le poison. Mais, non. Ça, c'est poisson. Une fois que tu es empoisonné, Jean-Nic, tu peux pas te réempoisonner. Ben oui, le poison va aller plus vite dans ton système ou ben il va être une cure puis il va attaquer l'autre poison. Vas-y donc. C'est dit que le dire, on coupe, OK? Ouais, ben, et pour me venger, je vais en rajouter un 3e. Non, c'est pas vrai. Hey, wow. Ah ouais, vas-y avec tes 2. Ben, on a commencé l'épisode avec lui, fait qu'on va terminer l'épisode avec lui aussi. Je le savais. Premier poison, Eddie After Death. C'est un projet très personnel pour Jeff Lemire et Scott Snyder. Non. Ça va peut-être t'attirer, Martin, parce que, étrangement, là, habituellement, ce que Lemire fait dans son temps libre quand il n'est pas en train d'écrire 1 milliard d'affaires. Lui et sa gang de singes attachés à des machines à écrire. Oui, mais parce que souvent, il écrit, puis on dessine pour lui. Genre, tu sais, dans le New 52 chez DC, là, il écrivait presque la moitié des nouvelles séries. Tu sais, souvent, il était avec un autre dessinateur qui travaille avec. Il y a des projets plus personnels où c'est lui qui écrit, puis c'est lui qui dessine. Et là, on tombe dans une des rares places où c'est pas lui qui écrit, mais il dessine. Et qui est avec un ami de longue date, Scott Snyder. C'est 3 numéros. Ça a été publié chez Image. Il y a beaucoup de personnes
qui s'estime sur le concept de roman graphique, ben, c'est probablement le truc le plus facile à dire, ça, c'est du roman graphique, parce que Scott Snyder, là-dedans, il s'est dit, je veux écrire un roman, puis je veux quelqu'un qui l'illustre. Parce qu'il y a 3 numéros à ça, et il faut le voir pour le croire, là. Il y a littéralement des pages où il n'y a rien qu'une couleur en background, puis il y a à peu près 8000 mots. C'est littéralement un roman. Et c'est entrecoupé parfois de parcelles de bande dessinée. Les aquarelles de Jeff Lemire sont magnifiques. Son dessin est très cool aussi. Scott Snyder, j'ai l'impression qu'il devrait s'assire avec Grant Morrison parce que les deux sont comme un yin et un yang. Morrison, il est pas bon pour écrire 2 personnages qui se parlent, mais il est bon pour avoir des idées de grandeur. Scott Snyder, il est incapable de scénariser un grand quelque chose, mais c'est un putain d'écrivain quand il fait des affaires tout simples. C'est une bande dessinée où on veut nous parler d'une cure pour l'immortalité. On suit un personnage qui est rendu immortel dans une société où on est plusieurs années dans le futur. Tous les gens sont immortels. Le seul problème, c'est que la mémoire, ça vient comme empoisonner le cerveau. Fait que les gens oublient. Après, genre 60 ans, tu te fais comme effacer ce que tu as appris pour recommencer, pour que ton corps reste jeune. Puis là, on suit un personnage qui, lui, écrit son journal pour être capable de se rappeler qu'il va oublier pour pouvoir sauver l'humanité. Si vous êtes perdu après les 4 phrases que je viens de vous dire pour expliquer, ben, bienvenue dans ce qui est AD After Death. C'est le grand problème. C'est une grande idée de Scott Snyder. C'est super bon quand il nous rappelle des petits moments de chacun de ses personnages, quand il raconte des anecdotes. Ça se lit comme un roman. C'est vraiment intéressant, mais encore une fois, c'est Scott Snyder qui a voulu raconter une histoire trop grosse pour lui. Puis c'est drôle parce que c'était le problème dans son Batman, puis là, dans un 3 numéros, ça a l'air encore plus toujours son problème. C'est toujours son problème. Puis tu sais, je veux dire, il vient de terminer son Justice League, puis il vient de terminer Dead Metal. Au complet, qui va être un reboot. C'est ça, avec 300 numéros. Puis je suis allé voir de ce qu'il voulait raconter dans son univers. Pauvre Scott Snyder, il faut y donner des idées simples, il faut y donner des trucs pas compliqués à raconter, c'est là qu'il excelle. Ouais, mais Jean-Éric, c'est le genre de gars que si tu lui dis écris-moi une histoire sur un gars qui s'en va chercher une livre de beurre pour quitter sa femme, ça va finir dans une ultra-dimension avec 3-4 calculs mathématiques, puis 28 personnages, puis 350 numéros. Juste oui, mais le ton bout beurre qui avec du raconte bad qu'il est au metal. dépanneur, puis qui cherche son argent, tu vas être passionné par ça. Moi, je comprends même pas que ce gars-là a une carrière. Ben, moi, je le comprends, mais bon, c'est parce qu'il était bien entouré. Ben là, visiblement, il y avait des bons amis aux bons endroits. Là. Ouais. Jeff Lemire. Parce que honnêtement, c'est pas lisible son affaire. Là. Dead Metal, là, je suis tellement écœuré de voir des articles là-dessus, puis de voir dans les commentaires que le monde aime pas ça. C'est pas bon. Ben, Carlis, la série, il faut utiliser les one-shots dans le bon ordre pour comprendre les numéros. C'est cave en tabarnak. Ah, mais même quand tu comprends, c'est pas bon. Ouais. Au moins, son Batman, Dead Metal, il y avait. Je ne me rappelle même plus quoi ça s'appelle, ces séries-là. C'était Metal tout court. C'était Metal tout court. Et le début de sa run de Justice League était quelque tel, puis à un moment donné, ça s'est stabilisé, tu comprenais où que ça allait aller. Perpetua, à un moment donné, ça a trop explosé. Mais en tout cas, ce gars-là, effectivement, quand il va trop loin, il se perd. Même quand on avait lu The Wake, que Shane Murphy avait dessiné, lui, à un moment donné, tu te perds dans le concept d'une bande dessinée qui était supposée d'être bien simple. Mais il réussit à rendre ça compliqué à un moment donné. Non, il est mais incroyable. Dans les moments où c'est simple, c'est vraiment bon. Dans oui, je sais pas c'est la même affaire que AD After Death. Ça a les mêmes maudits problèmes. À toutes les fois que ça essaye de raconter quelque chose de gros, puis ça se promène dans le temps, c'est compliqué, tu te perds, c'est plate, mais quand tu tombes dans les relations avec les personnages, quand ils te racontent des souvenirs, des trucs très personnels, c'est super le fun. Puis son Batman, avant son Death Metal, là, je veux dire, quand il a fait Court of All, puis il est arrivé sur son Batman, c'était super cool aussi. Quand c'était confiné. T'as peu. Il a fait Court of All, City of All, il a fait Year Zero 1, 2, puis après ça, il a crissé Gordon dans une armure. Le lapin. OK? On est là. Après ça, il a fait un homme fleur qui tuait du monde. Tu sais, puis après ça, il a osé dire qu'il n'a pas eu le temps de finir sa run, puis il nous a fini ça avec Superman qui revient bébé
accueilli par un Batman qui a la tête du Joker, qui est un clone de Bruce Wayne. Puis, C'est... son hospitalité de marde là, qu'il avait eu, tu sais, son projet Black Label là, avec. Ben, c'est lui que je viens de te raconter, là, avec ce bébé Superman qui arrive d'un autre univers, là. Ah, j'avais totalement oublié ce bout-là. C'était tellement plate, cette série-là. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Tu sais, fait que oui, pour les 4 premiers TP, là, jusqu'à Dead in the Family, là, mettons. Mais après ça, sa run de Batman, c'est une catastrophe. Il n'y a pas vraiment un deuxième poison après ça, là. Ben, j'espère. Ben, j'espère, en fait. J'espère qu'il y a un deuxième poison. Tu sais, sauve-nous, okay. là. Ouais. Mon deuxième poison, il est plus le fun un peu. Je vous ramène avec Durf, Back Durf. Si vous vous rappelez de ce nom-là, c'est l'écrivain de Mon ami Damer. Ah je vous avais parlé, là, une couple. C'était tellement bon, ça. Ben, je suis en train de lire son follow-up qui s'appelle Trash. Ouais. Il y a un follow-up? Mais non, ça, on va complètement ailleurs, dans le fond. Il nous parle, lui, Durf, de quand il a terminé, dans le fond, ses études, il a été éboueur pendant 2 ans. Et il s'est inspiré de ces événements-là pour nous raconter un peu l'histoire des déchets à travers le monde, mais à sa manière à lui, son expérience, c'est quoi la journée d'un éboueur. Si vous aimez le style de dessin qu'il y avait dans Mon ami Damer, ben là, on suit une gang d'éboueurs dans le journée et c'est entrecoupé de statistiques, puis de référents et d'historiques sur les ordures à travers le monde. Mais c'est-tu le même format que My Friend Dahmer? Là? C'était un petit format? Exactement la même chose. Okay. Ouais, une espèce de gros livre de poche, si on veut, là, avec son dessin super cartoonesque américain très typé. Puis on suit le même personnage comme quand il était ado, sauf que là, il est un peu plus vieux, puis il est devenu éboueur. C'est vraiment intéressant, c'est super drôle. Puis c'est ça, à toi et 2 pages, tu as des statistiques sur les déchets à travers le monde. On se sent gêné par notre niveau de consommation, puis en même temps, tu as une histoire incroyablement drôle puis trash qui est racontée là-dedans. Mais tu sais, l'élément, dans My Friend Dahmer, l'élément, c'était quand même qu'il avait côtoyé un tueur en série. Là. C'était quand même ça. Là, c'est lui. Est-ce qu'il est assez intéressant pour le lire? Ou... Je te dirais, il l'est encore plus, parce que, tu sais, au-delà de Dahmer, au-delà de la simple anecdote, la bande dessinée n'est pas rien que bonne parce qu'elle nous apporte une bribe de Dahmer. C'est de la manière qu'il présente ses souvenirs à lui, comment les gens répondaient à ce type de personnalité-là. Ben là, il le fait pour... Tu sais, c'est un petit peu la même rhétorique parce que souvent, les éboueurs, le métier d'éboueur, puis le concept des déchets, c'est quelque chose qu'on tasse un peu, qu'on met dans un coin noir. Qu'on veut pas voir, tu sais. Exactement. Tu sais, il dit souvent dans la bande dessinée, les déchets disparaissent. Les gens, peu importe où tu vis dans le monde, tu mets ça au bout du chemin et ça disparaît de manière magique. Ben, c'est pas vrai. C'est pas magique. Il y a du monde qui se font chier à ramasser ça. Puis il y a du monde qui se font chier à cacher ça aussi. T'sais. Ah, c'est cool. C'est incroyable, là, les statistiques qui sortent sur les déchets, ce qu'on a d'enterré. En tout cas, c'est vraiment génial. Hey, je veux y aller, moi, pour mon poisson. Je vais faire ça quand même assez rapidement. Je lis beaucoup de BD d'horreur ces temps-ci. Je ne sais pas pourquoi. Là. AWA m'en a fait lire plusieurs. Et ça a donné au même moment où j'étais en train de lire les Hill House Comics. Hill House Comics, c'est cette branche-là qui a été annoncée en même temps que Black Label chez DC Comics, où on a chargé Joe Hill, le fils de Stephen King, de faire une bande dessinée. Donc, lui qui a fait Lock and Key, l'excellent Lock and Key. Et on lui a demandé, garde, invite de tes chums, puis pars-nous des séries d'horreur. On va se faire une branche horreur. Puis on veut quelque chose d'éclaté, de fou, puis d'un peu prestigieux aussi dans la façon, le papier, le format. On veut quelque chose de beau, puis on va les sortir en TP. Puis là, ils sont en train de les sortir, les TP. Et je dois vous dire, là, les TP sont magnifiques. OK? Ils sont tous faits sur le même modèle à peu près, là, avec une jaquette. Ils sont vraiment magnifiques. Là. Les covers sont super beaux. Et j'en ai lu 3. Je vous avais prêté Basket Full of Head, qui était écrit par Joe Hill lui-même. Moi, j'avais adoré ça et ça m'avait convaincu d'essayer le reste. Ma conjointe, charmante conjointe, m'a offert The Dollhouse Family, qui est vraiment intéressant aussi, écrit par M.R. Carey. T'as Peter Gross là-dessus, Vince Locke et Chris Peter. Et honnêtement, là, ça a été un de mes préférés. Je pense que j'ai... L'histoire, en gros, là, c'est qu'on suit l'histoire d'une maison de poupées qui, dans une famille, est donnée toujours à la petite fille. Et à l'intérieur de cette maison de poupées-là, il y a des personnages.
et elle est aspirée à l'intérieur pour aller jouer avec les personnages à l'intérieur de la maison de poupée. Et à un moment donné, les personnages lui demandent de venir vivre dans la maison de poupée. Mais pour ça, il faut qu'elle fasse quelque chose de particulier. Elle décide de ne pas le faire et la maison disparaît. En contrepartie de ça, on suit l'histoire du premier résident de cette petite maison-là et sur comment il a mis la main sur cette maison-là. Et ce qu'on se rend compte, en fur et à mesure que la BD, parce que la petite fille vieillit, on la suit, elle a à son tour une petite fille, et cette petite fille-là découvre la maison de poupée. Mm-hmm. Et juste pour vous donner une idée à quel point c'est tordu, la maison de poupée, en fait, c'est le placenta d'un démon qui cherche à naître. C'est ça que ça fait qu'on ne jette pas le placenta. C'est du... Il faut le manger, il faut toujours le manger. Je vous le dis, c'est du génie. C'est un peu du Lovecraft, dans le fond, où les démons, on ne sait pas d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font. Ils sont 2 démons, ils arrivent sur Terre, ils veulent juste apparaître, ils veulent juste vivre, et la façon qu'ils ont de se mettre au monde, c'est cette petite maison de poupée-là. Et c'est génial. C'est vraiment, vraiment très bon. Petite question, cette présentation du hardcover. Est-ce qu'il y a une jaquette comme le premier qu'on avait lu de Joe Hill? Oui, c'est la même chose. Okay, c'est vraiment un beau produit avec une jaquette genre en papier semi-transparent. Puis oui, tout, là. un genre d'acétate. Là. Acétate, oui. Puis en dessous de l'acétate, il y a véritablement un beau cover, genre pleine page, là, avec rien d'écrit dessus. Sérieusement, la qualité du hardcover est géniale. Le papier aussi, puis c'est une belle collection, je pense. C'est pour ça que je voulais en parler, là, justement, parce que si ça restait dans la même qualité, ça fait une collection qui est de 6 hardcovers qui peuvent être intéressants à avoir en bibliothèque parce que c'est très beau. Ah, ils sont très beaux. L'autre, c'est Daphne Byrne de Laura Marks, Kelly Jones, Michelle Madsen. Celui-là, c'est peut-être le plus faible des 3, je vous dirais. Là. Ça se passe au fin du 19e siècle. C'est une histoire de possession un peu à l'exorciste. C'est peut-être le moins intéressant. Quoique les dessins sont géniaux. C'est vraiment ouais, Est-ce que tu as découvert Kelly Jones dans cette bande dessinée-là? Ben, tu le connaissais d'avant. Je ne connaissais pas. Tu connaissais pas Kelly Jones? Hein? Non. Un grand de l'horreur, un gars qui décide des Batman qui sont totalement hallucinants. Non, je l'ai probablement déjà vu sur quelque chose. Il faudrait peut-être juste que tu me dises le nom des projets, puis je ferais comme, peut-être, oui, j'ai déjà lu ça, mais j'avais jamais remarqué. Il a écrit des trucs avec une espèce de monstre mauve aussi. Tu reconnaîtrais son nom directement là-dessus. Oui, mais c'est un très grand. Quelque chose de même. Ouais, exactement. Mais je te dirais que le dessin, il n'y a rien à redire. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. L'histoire est. Puis, tu sais, en fait, le problème de Daphne Byrne, c'est qu'elle souffre de la comparaison des 2 autres que j'ai lus. C'est juste ça. Si ça avait été le premier que j'avais lu, probablement que je vous dirais que c'est génial, mais Dollhouse et Basket Full of Head est tellement bon que ça pâlit un peu. T'sais, tant qu'à ça, j'ai trouvé les TP d'AWA beaucoup plus efficaces, dans la façon dont c'était fait. Puis, tu sais, je suis un peu nouveau là, dans la BD d'horreur, fait que je vous donnerai pas une grande critique. Je suis pas un grand spécialiste. Tu sais, je viens de lire mes premiers Lovecraft la semaine dernière. Là, fait que on prend un break. Là. Mais moi, pour le débutant en BD d'horreur que je suis, je pense que Joe Hill fait une belle job de me présenter des auteurs et des histoires qui sont différentes, qui sont intéressantes, qui pourraient être adaptées dans des superbes films. En passant, ça ferait de super films. Là. Ça serait génial. Puis c'est peut-être le bout, moi, je trouve que la série de Netflix a raté avec Lock and Key, c'est-à-dire que ça n'a jamais flirté avec l'horreur que Joe Hill est capable d'amener. Ils n'ont jamais voulu aller là. Et pourtant, c'est son plus grand talent. C'est là qu'on devrait aller, mais ils ne l'ont pas fait. Fait que il en reste 3, je pense, des TP là, qu'il faut que je me procure, que je vais assurément acheter. Ils sont en spécial ces temps-ci, en passant. 23 $. Ah, ça va à peine? Ça, oui, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment la peine. Il y a un beau spécial sur les TP de Joe Hill et Hill House Comics. J'ai essayé de me renseigner avant qu'on commence l'émission, à savoir où est-ce qu'on en était rendu avec cette branche-là de DC Comics. C'est triste parce que la dernière entrevue que j'ai lue avec Joe Hill, il dit qu'il y a encore de ses chums qui aimeraient voir publier dans sa branche, qu'éventuellement on va remettre peut-être une 2e batch, mais j'imagine que c'est comme dans n'importe quoi, ça dépend du succès et de l'argent que tu vas aller chercher avec ça, puis ça n'a pas l'air de vouloir redécoller. Là. Et TNT aurait arrêté de le faire dans leur cave. Ils ont HBO Max, ils cherchent des séries à mettre là-dessus qui adaptent ces maudites bandes dessinées-là. Ben, c'est aussi simple que ça, en fait. Puis Dieu sait qu'on sait pertinemment que l'horreur, c'est probablement la chose la moins chère à produire. Oui. Ouais, c'est peut-être ce qu'ils vont faire éventuellement. Là, on n'a pas encore parlé, là, mais ils ont annoncé, en contre-coup de Disney qui a annoncé ses milliards de séries sur Star Wars puis
les Marvel. AT&T a annoncé qu'HBO Max allait avoir 6 films de DC par année à partir de l'année prochaine. Ce qu'ils veulent, c'est avoir 4 grosses productions cinéma, 2 projets plus risqués qui vont aller sur HBO Max directement. Donc, on verra s'ils peuvent aller piger. Là. Ouais, effectivement, parce que rien que la BD là, qu'on avait lu de Joe Hill, là-bas, sérieusement, ça coûte 30$ faire ça. Là. Ah non, puis c'était bon, puis c'était efficace. Puis c'était vraiment efficace. Donc, moi, je vous le conseille fortement. Si vous aimez la BD d'horreur, c'est vraiment bien. Puis, tu sais, peut-être juste en terminant, vu que tu t'es permis un deuxième poison, je veux juste faire plaisir à Alan. J'ai lu Gutanabe. La couleur venue du ciel, tombée du ciel. Tombée du ciel, oui. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment, vraiment adoré. Et maintenant, juste pour faire fâcher Alan, j'ai pas été capable de finir le film. Avec Nicolas Cage? Non. C'est tellement drôle. Non, Hey, sérieusement, t'as marqué la fin qui tire sa femme dans la tête. Non, j'ai pas été capable. Non, ça m'a complètement ennuyé. Deuxième chance. Bat-toi le cul, finis le sérieux, ça vaut à peine. Ça m'a complètement ennuyé. Déjanté, la finale. Ouais, mais il faut aimer le genre de film, tu sais, série B qui tire sur le CD, là, mais... j'ai pas été capable. Ici, il faut réussir à accrocher sur le côté cheap. Peut-être que, bon, mais peut-être aussi que mon erreur, c'est que comme je venais de finir le manga de Tanabe, je pensais avoir une transposition presque fidèle. Là. Non, c'est impossible. Ben, c'est peut-être là mon erreur, puis j'ai été déçu, parce que j'ai fait comme premièrement, ça se passe aujourd'hui. 2, c'est pas les personnages qu'on m'avait présentés. 3, je trouvais ça complètement inintéressant. Ouais, en même temps, t'es comme le nouveau dans la nouvelle clique de Lovecraft est mal adapté à l'écran. Je suis le nouveau. Ils sont des millions à chialer. Il y a 800 adaptations. Il n'y en a pas une qui fait l'affaire des fans. Non, mais celle de Gutanabe est tellement efficace que je vois pas comment tu peux te rendre plus loin que ça. La seule qui est acceptée puis qui est vraiment appréciée, ça n'est pas vraiment une, c'est l'Antre de la folie. Ah, que c'est bon, ça. Quoi, c'est Lovecraft, ça? Ouais. Mais voyons donc, c'est pas Stephen King? Non, c'est pas Lovecraft, mais c'est inspiré. Carpenter a dit que c'est inspiré, mais c'est pas... Avec on parle du film avec Sam Neill, là. Oui, de John Carpenter. Quand il rentre dans le portail, en fait, tu vois des monstres de Lovecraft qui sont là-dedans. C'est tellement bon. Le fameux classique quand il cogne, hein? Ça, c'est la réalité. J'adore ce film-là. Hey, tu me l'apprends parce que je suis un grand fan de ce film-là. Ouais. J'adore ça. C'est pour ça que le monde sont contents de l'associer à Lovecraft parce que c'est un des bons films. Ah, c'est du génie là, quand il est dans l'asile avec les croix partout de peinturées d'en face. Là. Le gars, on va se le dire, là, il passe une sale journée. Là. Ah, moi, j'aime beaucoup le gars qui a le 12 dans la bouche puis il dit il faut que je me tire une balle dans la tête quand c'est écrit dans le livre. Et Sam Neill, il fait comme ça n'a pas de sens. Que tu ne comprends pas. C'est écrit dans le livre. Hey, c'est tellement bon ce film. Hey, tu me donnes le goût de le réécouter. Je pense que je vais me le retaper. Bref, voilà pour ce qui est de mes 2 poisons. Puis Gutanabe, écoute, je continue, Alan. Sauf que mon cerveau est vraiment en cave, hein, parce qu'à chaque fois que je le commence, il faut que j'aille relire comment on lit un manga. Ouais, c'est toutes les fois. C'est une question d'habitude. Je te montrerai pas mes bibliothèques. Oups, on t'a perdu. Tu m'entends ça? Oui, là, je t'entends, oui, vas-y. Ouais, je te montrerai pas mes bibliothèques de manga, ça va me traiter de mongol, là, parce que j'en ai des centaines et des centaines, donc ça devient naturel à un moment donné. Ouais, j'espère, parce que moi, toutes les fois, je me prends pour un cave. Là. Ouais. Et on termine avec toi. Et on termine avec toi, Alan. Moi, je vais y aller dans encore de la nostalgie. Si on a parlé de Cobra Kai tantôt, puis moi, j'aime retomber dans la vieille BD des années 90. C'est une époque que j'adore. C'est une époque où la BD, le comic américain était explosé. C'était l'époque des gros canons. Du monde qui vendait du 5 millions de copies. Là. Il y en avait partout à la fin des années 90. C'était une époque où le monde se pouvait se permettre n'importe quoi. Et la BD avait un style que, de nos jours, est souvent critiqué parce que c'était hyper sexuel, la BD des années 90. C'était souvent beaucoup de belles images avec des paroles qui faisaient peu ou pas de sens. Effectivement. Puis là, je vous présente ça comme ça parce que, en quelque sorte, il y a eu des Kickstarter qui sont sortis dernièrement qui vont permettre de ressortir des intégrales de Darkness et aussi de Witchblade. Qui étaient publiés à l'époque chez Top Cow, sauf que c'est Image qui sont derrière les rééditions qui vont sortir là. Donc, ça sort soit en hardcover quand tu achètes les premières versions, sinon ça existe après par softcover, puis ça frôle le 20 numéros pour une trentaine de dollars quand tu vas dans softcover. Ah, ça vaut à peine.
c'est que oui, c'est des séries qui sont énormes, qui ont frôlé de 200 numéros. Ça fait que tu t'embarques dans quelque chose de gros, que tu t'embarques là-dedans. Mais moi, c'est des personnages qui m'ont toujours intéressé. Et l'univers de Top Car, à l'époque, lancé par Marc Silvestri, Michael Turner, c'est quand même pas des no-names de l'industrie qui étaient là-dedans. C'est des noms que j'aime beaucoup. Puis c'est des styles que j'aime beaucoup. Là, on va sentir mon appréciation pour Rob Liefeld parce qu'il n'y en a pas un dans le tas qui est capable de décider des pieds. Là, donc, mais ils font toutes des grandes jambes et des gros seins. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a 1h18, je me suis procuré l'omnibus de Superman par John Byrne, qui est exactement dans cette époque-là, 87-88, quand on avait fini de rebooter le DC Universe avec Crisis on Infinite Earth, puis qu'on avait fait pour une fois une vraie continuité qui était intéressante dans un seul univers avec une seule planète. Puis honnêtement, c'est rassurant à relire ça. J'aime ça. Il était pas cher en plus. Je pense qu'il m'a coûté une 50aine de piastres pour, 600-700 pages. Ouais, ça vaut à peine, mais c'est ça. Puis là, je suis en train de lire Witchblade. Sérieusement, c'est victime de l'époque. Les dialogues sont longs. Ça jase. Ça se prend au sérieux. C'est prétentieux un peu comme BD. Les filles là-dedans, sérieusement, les séquences de SPDM que là-dedans, que je comprends pas pourquoi. Là, tu rentres toujours dans des studios de mannequins, puis dès que tu rentres là-dedans, il y a toujours des filles avec des boules dans la bouche. Des gags. Des... c'est ça partout. Les mini-jupes sont ultra présents. Les jambes font 14 pieds de long. Les filles ont autour des gros décolletés. Il n'y a rien de sain là-dedans, mais lisez n'importe quelle bande dessinée de l'époque, c'est ce qui faisait. Il y a beaucoup de seins là-dedans. Mais c'est pas sain. Il n'y a pas de nudité, par exemple. Non. Jamais de nudité. On est toujours très, très proche. Mais il y avait du bon stock qui se faisait quand même dans ces années-là. C'est ça qui arrive, c'est parce que c'est le fun à lire quand même, parce que, tu sais, c'était des histoires qui... c'est pratiquement des auteurs qui étaient laissés libres à leur... Mais tu sais, toi, tu parles du bout, là, quand les indépendants ont quitté, ça, c'était intéressant. Mais même chez les cravatés de DC, c'est une époque qui est intéressante. Top Car, c'était 100% pratiquement indépendant aussi. Top Car, il allait chercher... C'était du monde qui se lançait justement dans quelque chose, comme je disais, qui était plus correct. C'était le paroxysme du sexisme. C'est ça. Top Car, c'était une gang de dessinateurs qui faisaient comme nous autres, on va vendre des bandes dessinées avec des personnages sexy. Parce que chez DC... cette époque-là, moi, ce que j'aimais beaucoup, puis qu'on retrouve de moins en moins, puis que The New 52 avait essayé de ramener, c'était cette cohérence, ce trait sur le passé, puis sur, regarde, on y va à partir de là, puis embarquer avec nous autres. Ça se lit tellement bien, les BD de cette époque-là, parce que justement, c'est straightforward, là. Effectivement, puis c'était comme Image à l'époque était comme ça aussi. Les séries étaient souvent interconnectées, mais tu n'étais pas obligé de lire toutes les séries pour comprendre ce qui se passait. Exact. Les personnages se croisaient une fois de temps en temps, mais c'était sans importance ou sans incidence. Il y a eu peut-être entre Darkness et Witchblade, il y a peut-être des moments où c'est plus important, mais sinon, ça se lisait très bien. Mais je suis bien content qu'Image relance ça parce que je pense qu'on est rendu en 2020. Il y a une génération où ça a été... Bon, on est en 2021, là. C'est important, Alan. Je sais. Bon, mais de la façon que 2021 est parti, je ne suis pas convaincu. Ça a pris 6 jours avant qu'on réalise que ça ne changeait rien. Ouais, tu sais, on s'enligne sur une guerre civile aux États-Unis. Président viking! Ouais. C'est là qu'on s'enligne. Mais c'est parce que on a tendance à oublier, tu vois, qu'il y a le milieu des années 90, je sais bien que l'époque, j'en parlais que la BD était grosse, puis qu'il y avait des gros canons qui vendaient des millions de copies, et ça fait 30 ans de ça. Donc, il y a une génération de personnes qui ont lu de comics qui n'ont pas connu cette époque-là. Hey, c'est fou pareil, parce que moi, quand j'ai commencé les comics, je suis probablement celui qui a commencé ça le plus tard avec vous autres. Moi, j'ai commencé en 2003, donc c'était facile de rattraper ce qui s'était passé dans les années 90, parce que... Tu as commencé 2 ans après moi. OK, je pensais que tu étais plus vieux que moi, mais tu sais, je veux dire, en 2003, c'était facile de rattraper les années 90. Ça avait à peine 10 ans comme stock. Là. Exactement. Puis on se rendait même dans les années 80. Là. Je vais vous remettre quelque chose en perspective là-dessus. Là. Je suis en train de lire du Suicide Squad d'origine. Mm-hmm. Quand la série a été créée en 59. Donc, on est à la fin des années 50 puis début des années 60. L'art est magnifique. Mais je ne sais pas si vous le savez, là, Suicide Squad, à la base, il y avait Rick Flag, il y avait une pitoune scientifique avec lui et 2 autres scientifiques qui, je ne suis même pas capable de donner le nom après 15 numéros tellement ils ne sont pas importants. L'enjeu numéro 1, c'est que le personnage fille là-dedans est en amour avec Rick Flag, puis ils peuvent
pas l'annoncer aux deux autres parce que les deux autres trippent dessus. Et sinon, là, c'est écrit pour des enfants de 7 ans, puis tout ce qu'ils font, c'est affronter des dinosaures ou des êtres humains géants. Ah, mais je pense C'est qu'on en avait... tellement mauvais. Là. Mais je pense qu'on en avait parlé avec Alan. Tu sais, l'un des grands plaisirs, je pense, de quand tu commences dans le... Hey, c'est le fun, long genre, c'est à nos auditeurs qui commencent dans le comique. Là. Mais un des grands plaisirs quand tu commences dans le comique, là, c'est cette redécouverte de ce qu'on appelle des classiques, mais qui sont pas lisables parce que c'est complètement dépassé. Et le plus bel exemple de ça, je pense, c'est Dark Phoenix. Oui, Dark Phoenix, c'est plus lisible. C'est tellement pas bon. Jean-Luc m'avait prêté aussi ces mini omnibus de. Qu'est-ce que ça s'appelle? Qu'est-ce que la série qui passe présentement chez HBO Max? C'est Grant Morrison qui l'avait écrit. Les Doom Patrol. Doom Patrol. Hey, sérieusement, cette série qu'il avait écrit à la fin des années 80, là, c'est tellement années 80. Là, mais tu sais, Dark Phoenix, là, je veux dire, quand t'es nouveau d'un comic, t'as vu le dessin animé, mettons, des années 90 ou t'as parce vu... que il faut que tu apprennes à connaître le comics avant de tomber là-dedans. Exact. Parce que c'est tellement un style différent que tu peux pas commencer là parce que ton cerveau ne sera pas prêt. Ben non, parce que là, t'arrives là puis tu te dis, mais c'est tellement plate, il se passe donc bien rien. C'était une époque, je me rappelle plus c'est qui en avait parlé dernièrement de ça, c'est que je pense que c'était un ami sérieux étonnant que j'en ai parlé, je pense que c'est même Jake qui a dû parler de ça, c'est que c'est une époque où le monde n'avait pas compris que pendant que tu sautes dans les airs et tu te donnes un coup de pied, tu as peut-être fait une conversation avec l'ennemi avec tu donnes ton coup de pied dans la face. Tu ne peux pas faire un rapport philosophique, puis l'autre ne peut pas te répondre pendant que tu voles dans les airs pour lui donner un coup de pied dans la face. Écoute, c'est illisible. Il y a beaucoup de classiques. Un autre bon exemple chez DC, A Death in the Family, là, qui est un grand classique parce que Jason Todd meurt. Là. Mais personne, ou presque personne, ne mentionne qu'une fois que ça c'est fini, il y a une hostie d'histoire plate de représentants de l'ONU puis du Joker qui a une immunité diplomatique puis de Superman qui va au congrès des Nations Unies. C'est tellement plate! C'est que c'est mauvais, mais personne n'en parle de ça parce qu'on se rappelle tous de Jason Todd est mort. Mais c'est pas une bonne BD, là. C'est pas bon, là. C'est vraiment poche. Et il y a plein d'exemples comme ça que je me suis tapé parce que c'est des grands classiques. Puis, tu sais, à quelque part, il faut que tu payes hommage à ces gens-là, pareil, parce qu'ils ont pavé le chemin, puis ils ont bien fait avec ce qu'il y avait. Puis, tu sais, ça a permis peut-être des histoires encore meilleures qui ont bâti sur ce qu'ils ont fait. Mais, tu sais, c'est pas toutes des Dark Knight Returns. C'est ça, c'est pas toutes des Dark Knight Returns. Effectivement, mais tu sais, même si tu vas dans les grands classiques, tu vas rien prendre Alan Moore, qu'est-ce qu'il a écrit. Combien de personnes ne sont pas capables de lire V for Vendetta ou Watchmen? Exact. Tu comprends ce que je veux dire par Watchmen? Oui, je comprends tout à fait, parce que Watchmen fait partie de ces, comme Dune, de ces livres que je réessèche année après année et que je suis pas capable. Mais non, mais c'est vrai, puis tu as des classiques qui ont bien vieilli. Tu sais, je te mentionnais Dark Knight Returns, je pense que ça va toujours être pertinent et ça va toujours être bien écrit, je pense, ou ça va toujours rester. Tu sais, j'ai relu Sin City au complet, là, ça n'a pas vieilli d'un poil. Là. Pas d'un poil. Non. Effectivement, mais c'est ce qui est merveilleux avec la bande dessinée, c'est que tu commences à une époque, puis une fois que tu passes de là, tu peux juste aller en reculant. Oui, vraiment intéressant. Puis tu découvres des styles qui étaient différents, puis tu vas découvrir de quoi qui... Puis aussi, c'est ce qui est merveilleux avec la bande dessinée, c'est que c'est tellement varié, qu'il y en a pour plaire à tout le monde, puis c'est impossible de trouver un consensus. Combien de personnes, justement, qui ont découvert The Boys sur Amazon Prime en tripant, puis qui se sont lancés dans BD, ils ont découvert quelque chose qui était ultra violent et qui est beaucoup de slang écossais, puis tout ce que tu veux, c'est très dur à lire, c'est dur à comprendre, et la violence n'est pas faite pour tout le monde. C'est ce qui est merveilleux avec la BD, c'est que tu es capable d'avoir du n'importe quoi sans C'est une belle pépinière d'idées qui coûte pas trop cher. On va dire ça comme ça, parce que si on attendait après le cinéma, c'est en site, on trouverait ça drôle. Mais les bibliothèques te répondent, ils font comme OK, ouais, c'est ça, non. Coûte pas trop cher. Non, mais dans le sens à produire, tu sais, je veux dire. La majorité des histoires, tu sais, je veux dire, ça prend toujours la même chose, du papier puis de l'encre. Hey, que je l'échappe, je passe un thème de char en BD par mois, Carlis. Il n'y a pas de dire que ça coûte pas cher. Je sais. D'ailleurs, on attend notre prochaine commande. Là, tu veux dire mon prochain thème de char? C'est terrible. Tu sais, puis il y a beaucoup de stock là-dedans. Je pense qu'on va avoir eu le temps de se rendre à Future State.
Fait qu'on va pouvoir vous parler dans le prochain épisode de Future State, de Batman Catwoman, la série de Tom King. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Là. Moi, j'ai Oblivion Song qui continue. On va peut-être réussir à finir maudit Batman Metal Dark. De marde, là. Mais il y a juste Last Ronin de Teenage Mutant Ninja Turtles, je pense. Je sais pas qu'on a. Le deuxième numéro est retardé beaucoup. Oui, là. hein? Ils ont eu des problèmes avec la série. Puis ils ont même relancé une espèce de directeur code du premier numéro. Fait que oui, ça va être très, très retardé, j'ai l'impression. C'est de valeur. Kevin Eastman, avec ses 1 projet par 10 ans, il est débordé. Ouais, je sais. Écoute, il arrête pas. Il faut qu'il démêle les personnages qu'il dessine. C'est parce qu'attends, m'amener après 28 pages, là. Mais c'est peut-être pas le contraire. Ils ont pas le problème. Ils ont perdu le dessinateur de cette série-là, puis ils ont fait qu'ils recommencent le projet. En tout cas, je sais pas. Écoute, Man, je pense que son scénariste, il a dit pourquoi tu l'appelles Donatello au début du numéro 2? Parce que c'est lui. Non, tu l'as appelé Michelangelo à la fin de ça. Mais j'ai dessiné Donatello. C'est Donatello, je t'ai dessiné, t'avais pas compris. Mais et là, je vais pouvoir vous ramener un autre de mes classiques parce que tu nous ramènes souvent Jeff Lemire. Laisse-moi te ramener Robocop de Frank Miller. Fait que j'espère juste que ça finira pas comme ça. Cette petite série-là, même, qui n'a jamais fini. Hey, Frank Miller a des séries qui n'ont pas fini. Moi, j'aime beaucoup son All-Star Batman. Oui, la suite est écœurante. Tu sais, après qu'il ait. 10 numéros sur 10 ans. Oui, après qu'il ait fait manger un rat à un enfant de 10 ans, là. Tu parles du flow qui a tué Green Lantern? Ouais, mais he's the goddamn Batman. OK, messieurs, là-dessus, on finit ça. Les poisons les plus longs de l'histoire. Hein? On a échappé solide. C'est bon. Hey, on s'en va dans 2 semaines. De 2 semaines, salut.